Salut les crinqués. Ils volent des trésors. Ils volent des données, des chansons, des jeux, des logiciels. Ils peuvent aussi foutre le bordel dans une organisation. Podcast numéro 53. Harr! Les pirates. Marc de Paperman Gagnon, Martin le Visionneur Boisvert, Eric Red the Gamer Bourgoin et Sylvain the Animator Bureau. Nous sommes les Craqués. Troisième podcast, encore une fois, on touche le sommet de l'iceberg aujourd'hui, alors qu'on va parler des pirates. Et ceux qui nous regardent en vidéo, le nom Martin n'a pas changé, là, c'est Rachel, la copine de Red the Gamer qui est avec nous autres. Salut Paperman. Salut. Comment ça va? Très bien. Oui, et salut Red the Gamer. Salut The Animator, ça va bien? Ben oui, ben moi je suis en vacances. C'est cardon. Toujours le fun d'être en vacances. La semaine prochaine. Mais toi, Red the Gamer, yes. En tant que geek, tu as été occupé pas mal pendant les dernières journées. Oui. T'es allé faire un tour du côté du Comic-Con de Montréal. Ouais. On en parle dans quelques secondes, mais t'as aussi vu Ant-Man que Paperman et moi, on n'a pas vu. OK, bon, pour différentes raisons. Là. Ant-Man devient petit, Ant-Man devient grand. Ant-Man devient petit. OK. Puis, c'est ça. Mais sérieusement, j'ai aimé le film. Je pense que je l'ai aimé mieux que le 1. On s'attend pas à grand-chose. Ouais. On le découvre dans le 1. Hein. C'est ça. Puis dans le 2, on se trouve à être un peu après les événements de Civil War. Mm-hmm. Parce que il est confiné à la maison. OK. Parce que ça se passe malgré tout avant la guerre de l'infini. Oui. OK. Ouais, même si le film il est fait après là, je veux dire, tu sais, parce qu'il y a comme un timeline là-dedans. Là. Ouais. Puis Marvel nous ont habitués à le film qui finit là, il y a une autre histoire qui s'en vient après. Bon ben c'est après ça. Mm-hmm. Puis après ça. Mais là, ce film là, il se déroule avant le Infinity War. OK. Puis c'est ça, comme je disais, on dirait c'est juste pas juste après, mais un peu après je pense que c'est 2 ans après le Civil War, où dans le fond il est allé, il a grandi dans Civil War, tout ça, là, puis après ça, les agents l'ont pogné, puis ils ont dit ok, toi tu restes à la maison, puis il est pogné là, fait qu'il a sa fille une fois de temps en temps, puis tout ça, en garde partagée, puis bon. Il est encore dans Schnout comme dans le premier, finalement. Ben oui. OK. Mais le film, sérieusement, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré Wasp. OK. Dans le film. À mon avis, la méchante, l'ennemi là, dans le film, là, que Ghost, passe en second plan. Tellement Ant-Man et The Wasp volent la vedette. Puis même que l'équipe là, tu sais, ah mon dieu, j'oublie le nom pas le nom de l'acteur, mais le nom de c'est Hank Pym là, Ant-Man, mais c'est pas Hank Pym. Ouais, mais c'est Hank Pym normalement, mais sauf que Scott Lang. C'est Scott c'est ça. l'autre. Hank Pym, c'est le Ant-Man original joué par Douglas. Ouais, mais le nouveau c'est Scott, c'est ça? Scott Lang, bon. ouais. Scott, je veux dire, moi à mon avis, à mon goût, il pète l'écran plus que dans le 1. Puis Wasp, sérieux, à torche. Là. Ouais. Okay. Sérieusement, puis l'ennemi est hot, mais... c'est un prétexte pour le reste? Ouais. OK. Elle est là, c'est correct. Elle serait pas là, ben ok, on aurait peut-être... il y aurait pas d'action, mais pour vrai, ça amène de l'action. As-tu reconnu l'actrice? Lequel, ça? La méchante? Oui, mais je sais pas dans quoi. Ah! Ok, non, je l'ai pas reconnu. Mais oui, je l'ai reconnu parce que j'ai fait. Mais non, j'ai vu dans. Puis là, c'est la méchante dans Ready Player One. Ah, ok. C'est beau. La méchante dans. Ok, elle qui est le bras droit de. C'est ça, que le personnage inventé qui est pas dans le roman. Là. Ok. Mais c'est la même actrice. Mais moi aussi, sur le coup, quand j'avais vu des images, je me suis dit, c'est qui? Ben oui, mais c'est ça. Mais en plus,
Je suis arrivé, mes filles ils voulaient réécouter Ready Player One sur un site qu'on ne donne pas. Non, ouais, tu sais. Puis finalement, j'ai dit aux filles, non, on va attendre, mais qu'on l'aille en Blu-ray, on va le réécouter. Et là, on le réécoutera encore. Non. Je me garde. Non. Je veux le réécouter avec le bon son. Fais pas de la piraterie. J'ai jamais fait ça. Non. C'est pas beau, ça c'est arc. Ne dis pas de menterie non plus. On passe à un autre sujet. Mais, oui. T'as aimé le film? Oui, j'ai adoré le film. Bon, t'avais des petits problèmes avec Ragnarok dans le sens que ça faisait pas avancer l'histoire globale de Marvel. Celui-là, le fais-tu? Oui. Oui et non. OK. Ça fait avancer des petits trucs, mais je pense que ça va mettre... ça fait placer vraiment des affaires minimes, mais pour le prochain. Okay. Pour le prochain, je dirais pas Avenger, mais Captain Marvel. Peut-être je m'attends peut-être à voir quelqu'un d'autre. En tout cas, okay. Je vais pas trop en parler, je vais pas divulguer rien. Ouais. Scène pas générique, ça vaut-tu la peine? Scène pas générique, la première vaut la peine. La première c'était un must. Pas un must parce que, mon Dieu, c'est donc bien drôle. Non. La première, faut que tu la voies. Okay. Pour que ça continue avec de quoi, parce qu'il arrive de quoi. Puis en tout cas, c'est ça. Puis la dernière scène pas générique est juste drôle. OK. C'est tout. OK. Fait que, mais c'est ça. Puis la première scène pas générique est juste après le premier petit bout de générique. Puis la deuxième scène est à la fin de tout. OK. À la fin des crédits, tout, là, c'est là qu'elle est. Avec le gars qui passe le balai dans la salle, là. Ben ouais, puis tu dis, hey, j'ai pas fini d'écouter mon film, puis il dit, il n'y a rien au bout. Qui rouvre les lumières. Ouais, c'est ça, qui rouvre les lumières, puis qui dit, il n'y a rien. Bon. Mais non, ça nous est tous arrivé. Oui. Mais c'est ça, dans le fond, le film, je l'ai beaucoup aimé. Beaucoup plus que Jurassic World. Mais bon, non, c'est un très bon film. Est-ce que c'est meilleur que ou maintenant? Non. Je veux dire, c'est un bon film de super-héros. Est-ce que ça peut dépasser Doctor Strange ou de quoi comme... Non. Tu sais, je veux dire, c'est un bon film de super-héros. Mais on a aimé le premier Ant-Man, on aime le deuxième. C'est clair. OK. C'est clair. Puis son équipe, là, avec qui il faisait des vols, là, tout ça, là, ben, son équipe de pas fiables, ils sont encore là. Mm-hmm. Ils sont encore là, puis ils ont un bon rôle là-dedans, puis ils sont le fun. Ils sont toujours pas fiables. Ah, mais il arrive de quoi? Vous allez voir. Ils se garochent dans quelque chose, ils se garochent dans une aventure, eux autres là, toute la gang de chumés ensemble, là. Puis ils s'enlignent vers de quoi, puis pour vrai, c'est juste drôle, là. C'est où que ça s'en va. Le premier était considéré comme un film de voleur, mais avec un super-héros, ce qu'on appelle en anglais un heist movie. Là. Le deuxième est aussi comme ça? Non, le deuxième, c'est vraiment un film de super-héros. OK. Ouais. OK. Là, on s'en va beaucoup plus vers le film, mais on s'en va à un film j'ai envie de te dire d'espionnage, mais c'est pas ça. Mais c'est dans le style de... Ant-Man, là, pourrait facilement s'en aller dans des films plus espionnage, de faire la même, à cause d'infiltration et tout ça. Là, Mission Impossible. Moi, dans ce style-là. Tu sais, je te vole telle affaire, tu me la revoles après, puis c'est qui l'a à cette heure? Ben, je sais plus, l'autre est parti avec. Tu sais, c'est des affaires, dans le fond, comment on appelle ça? Pas chassé-croisé, là, mais... Ben, le chat, la souris, un peu. Ouais, c'est un peu dans ce principe-là. Maintenant, c'est toi le chat, maintenant, c'est moi, puis bon, tu vois le genre un peu. Puis c'est un film... C'est un film qui est prétexte à des cascades partout, à des combats. Il y a de l'action... Pas tout le temps, mais pas loin. OK. Les moments morts dans le film, je n'ai pas vu, je pense pas d'en avoir vu beaucoup des moments, tu sais, longs ou de quoi. Non. Puis, tu sais, c'est. De l'humour, oui, il y en a. Moi, je sais pas. J'ai aimé ça m'a détendu beaucoup, puis, tu sais, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. OK. Ouais. Je te donne. J'étais pour dire 2 minutes, ça se peut pas, là. Parle-moi du Comic-Con. T'es allé au Comic-Con de Montréal. Tu me donnes 2 minutes. Non, regarde. Okay. Je suis rentré, j'ai fait le tour, j'ai dit, oh mon Dieu, après 2-3 journées, je n'aurais pas eu assez. Puis on est sorti. OK. C'était le fun. Ben, yeah. OK. Tu peux me donner plus de détails. Ah bon. OK. Question cosplay, tout ça, là-bas, j'ai adoré les cosplays. Il y en a des très ordinaires, là, OK? Mais il y en a des... Mais en fait, c'est de comprendre que les gens vont là pour avoir du plaisir. Oui. C'est sûr c'est pas le concours de costumes, on devient exigeant sur le cosplay, là. Oui. Mais
Regarde, ça peut être moi qui ai un t-shirt vert puis mes gants de Hulk qui fait puis qui. Ben oui. Bon. Mais je fais un cosplay de Hulk. Pas de concours de même, là. Non, sauf que. Regarde, si mettons que c'est ça que t'avais pour faire Hulk, puis que tu tripes Hulk, puis ainsi de suite, ben go, c'est ça. C'est ça. Les gens devraient approuver ça. Tu sais, je veux dire, il y en a. Si tu veux être certain de pas manquer ton coup, là, mets-toi une cagoule de Deadpool. Avec n'importe quoi, ça ferait Deadpool qui fait du cosplay. Puis ça, pour vrai, ça passe partout. C'est niaiseux, mais c'est ça. Sinon, pour vrai, j'ai un gros constat de toute la fin de semaine que j'ai passé là-bas. L'année prochaine, j'y vais 3 jours. OK. J'ai pas le choix, là. Puis je dis pas que l'année prochaine j'aurais pas un cosplay que je serais pas en cosplay. J'ai un projet là, puis j'hésite entre 2 styles de costumes, puis ben gars, je vais le dire demain, on va voir s'il y a du monde qui nous écoute puis qui vont faire ouais, moi me semble j'aimerais mieux ça ou j'aimerais mieux ça. J'hésite entre un armure de Mandalorian, un peu comme Boba Fett, des affaires comme ça. J'hésite à un armure complet, un costume cosplay de Mandalorian, pas de Boba Fett, mais un autre Mandalore là, comme ça, ou le costume de Rios de Army of Two. Fait que ça c'est... Moi je vote pour le premier parce que je connais absolument pas c'est quoi le deuxième. Je te montrerai le deuxième, tu fais ah ouais ok. Moi j'irai avec le deuxième parce que me semble que du Star Wars il doit en avoir pas mal plus que du Army of Two. Puis Army of Two, il y en a pas souvent. Puis quand il y en a, les gars, ils sont sa coche. Fait que... Mais c'est plus accessible aussi, le cosplay de Army of Two. L'armure de Warhammer 40 000, là. Ah, j'aimerais ça. Ah, sérieux, là. J'aimerais ça en temps, mais... Puis dans le pire des cas, tu mets une cagoule de Deadpool. Tu ris de ça, là, mais c'est vrai. Hein? c'est vrai. Deadpool qui essaye de faire Army of Two. Oui. Mais pour vrai, j'ai vu des très, très, très beaux costumes. De toute façon, j'ai envoyé des photos. Oui. Mais... c'est pas... il y a beaucoup de photos que j'ai pas eu le temps de prendre, tout ça. Tu sais, à un moment donné, il est arrivé Harley Quinn avec Poison Ivy. Au début de tout, on arrivait, on attendait dans la place, puis là, j'ai dit aux filles, hey, les filles, pour vrai, là, c'est vos 2 méchantes préférées, là. Alors, je veux prendre des photos avec, mais mes filles étaient gênées, on arrivait, mes filles étaient gênées un peu, puis là, ils ont fait, non, papa, non, pas tout de suite, là, puis finalement... Je voulais demander aux filles de prendre une photo. Ils ont été à côté de nous autres 2 minutes, le temps de le dire. Puis là, nous autres, on a passé pour les bracelets. Puis il a fallu que j'aille enregistrer ma plus jeune, une histoire de sécurité, tout ça. Fait que là, j'ai perdu les 2 autres filles. Mais bon, regarde, c'est pas grave là. Mais anyway, des cosplays, là, il y en a une tonne. On en a pris des photos d'un bord puis de l'autre. On a vu un paquet d'affaires. Mes filles, elles étaient quasiment plus là pour magasiner. On a fait presque tous les kiosques. Puis à un moment, on a fait, OK, là, je t'ai écœuré, là, on va checker d'autres choses. Puis dans le fond, on a fait une grosse journée de magasinage, de voyage, on va dire. Mais y aller plus qu'une journée. Une journée, probablement, je ferais du cosplay. Je me promènerais un peu, je chillerais un peu, puis tout ça. Mettons le vendredi. Samedi, probablement, j'en ferais un peu de cosplay. Samedi dans l'avant-midi. Puis le vendredi soir, j'irais voir un show de musique, comme il y avait là-bas. Le deuxième soir un show de musique, puis un troisième, tu sais, puis il y a des affaires de musique, des affaires de même, c'est vraiment hot. Sauf que tu fais une journée ou 2, tu sais, de cosplay, tout ça. Une journée, tu vas te promener, tu vas voir, tu sais, tu vas voir pas des conventions, mais des conférences. J'ai vu Fred Letourneau là-bas, Père Letourneau, j'ai vu là-bas. Lui, il était à côté d'embarrure dans des affaires d'X-Files. Il y a eu une photo de Cigarette Man. Il y a eu une photo de... Il a passé 1h30, je pense, pour se faire signer par Scully. Pas Scully, mais par Mulder. Par Mulder. Puis David Duchovny, ça coûtait 100$. OK. Fait qu'il a fait signer David Duchovny, mais comme il dit ça faisait au-dessus d'1h30. Il dit, moi, j'étais dans le fil. Puis il dit, quand j'étais arrivé là-bas, à lui, là, il dit, tu sais, il signait, là. Mais c'était, next. C'est plate pour ça, mais c'est comme il dit je l'ai. Fait que puis il était avec sa grande, puis avec sa grande fille, puis ils ont trippé bien raide. Les autres sont allés voir une couple de conférences, tout ça. C'est l'affaire que j'ai pas que j'ai pas aimé, qui me manque, parce que j'aurais aimé ça aller voir, prendre plus de temps.
sais, prendre plus de temps pour arrêter ici, t'arrêter là, jaser avec une personne, jaser avec une autre. Tu sais, j'ai jasé avec plusieurs dessinateurs, j'ai rejasé avec Stéphanie Leduc, avec Thierry Labrosse, tout ça que j'avais déjà jasé à celui de Québec. D'ailleurs, c'est elle qui m'a vendu Dryade, puis ainsi de suite. J'ai trippé, mais j'aimerais ça en faire plus longtemps. J'avais aimé celui de Québec, mais une journée, un après-midi, c'était correct. J'avais fait le tour, puis c'était pas mal ça. Mais là, c'est pas la même game. Là, on a tombé dans une autre classe. Celui de Montréal, c'est une autre coche à côté. On disait ça en farce tantôt, mais j'irais à celui de San Diego, ben probablement que je sortirais de là et je me dirais, mais ouais, c'est quoi ça à Montréal, il rit du monde, là? Probablement que ça serait ça. Mais bon, rendu là-bas, tu dois rester encore là 3 jours parce que tu n'auras pas passé. Ben oui. Mais c'est ça. Fait que non, j'ai adoré, puis dans mon cas, moi, ça s'appelle J'y retourne, et j'y retourne plus longtemps que la dernière fois. OK. Y avait-tu des comics au Comic-Con? C'est la question à laquelle je m'attendais. Ben, j'ai parlé avec des BDistes, puis j'ai parlé avec des dessinateurs, et oui, il y en avait. Parce que moi, quand j'ai regardé la liste d'invités, puis l'affiche, là, j'ai pas vu grand comic. Il y avait beaucoup d'artistes, mais... Pas annoncés. Mais il y avait beaucoup de monde qui était pas annoncé. Ça, c'est là la différence avec San Diego puis Montréal. C'est que tous les guest stars à San Diego sont tous des gens de comics. Il n'y a pas de Machete, il n'y a pas de Chuck Norris. Là. C'est Jim Lee, c'est Enrico Marini, c'est Jeff Lemire, c'est tous des gens qui font des comics. Tu sais, je veux dire... Il y en avait. Il y avait Chuck Norris, il a sûrement fait des comics. C'est sûr, il a sûrement fait le plus grand comic au monde. Il a tout fait. C'est lui qui nous a montré comment faire. Ouais, c'est ça. Mais c'est ma petite critique personnelle. Non, puis t'as raison, parce que le bout où c'est que tu vas jaser avec les BDistes, pis des affaires comme ça, là, c'est pas une place où c'est que tu vas attendre justement pour signer des autographes, des affaires de même, c'est pas ça. Tu vas jaser avec les autres pour aller voir Chuck Norris. C'est ça, ben moi, pendant qu'ils se poussent, ben moi, je vais jaser avec d'autres mondes qui sont plus accessibles. Tu sais, je me souviens juste pas du nom, j'ai la carte, là, mais la fille là, qu'on voulait ramasser, les artbooks, là, il y avait une fille là, qui faisait des artbooks, là, puis elle était en cosplay, mais d'un dessin qu'elle avait fait, mais my God, qu'elle dessinait, c'était écœurant. Les filles, ils ont trippé sur son cas puis tout ça, puis tu sais, je me mets à jaser avec elle, puis là elle était toute gênée, elle dit je parle pas français. Mais là j'ai dit non, excuse-moi, là, je me mets à parler en anglais, puis j'ai dit excuse-moi, mais ma fille elle fait juste dire que tu ressembles donc bien à la fille qu'il y a là. Elle est venue rouge. Mais tu sais, c'est vrai, tu lui ressembles, puis mais elle probablement que le monde arrête pas, c'est pas tout le monde qui arrête pour voir les artistes tout ça puis jaser avec eux autres. Je pense que ça prend un peu des gens qui sont déjà artistes ou qui le sont dans l'ombre puis qui vont arrêter parce qu'ils savent que ces personnes-là, ils ont quoi de plus que c'est une célébrité, c'est un acteur, c'est une actrice, tout ça, ça enlève rien, mais d'abord et avant tout, un Comic-Con, c'est une convention de comics. C'est vrai. Parce qu'il y avait quand même Jerry Conway, là. Aussi. Qui est un immense scénariste là, qui a entre autres fait la mort de Gwen Stacy. Là. Je veux dire, c'est comme dans les Spider-Man les plus populaires de l'histoire. Là. Je veux dire, ce gars-là, là, je veux dire, rien que la chance de le voir, de serrer la main, puis tu te dis, je vais essayer de drainer un peu de son talent. Là. Maintenant, c'est pas comme ça que ça fonctionne, là, malheureusement. Non, mais on essaye. Quand on a trippé longtemps sur le fantasy, on peut peut-être y croire. On s'est fait poser une question tantôt, je vais y répondre là. Question kiosque de Xbox. Oui. J'ai vu du footage et j'avais pas le droit de prendre de photos. Non. Et là, puis à bien d'autres places, j'avais pas le droit de prendre de photos. J'ai passé proche d'en prendre pareil, mais bon. Dans le fond, j'ai vu du gameplay de Shadow of Tomb Raider. OK. Ça va être génial. OK. Puis les gens qui ont trippé sur l'autre Tomb Raider avant, c'est quoi, c'était Rise of Tomb Raider, ça se peut-tu? En tout cas, l'autre Tomb Raider avec la fille qui est athlétique, là, tout ça, là, qui est bon, avec le film qu'on a vu dernièrement, là, bon, la suite de ça, si je me trompe pas, c'est supposé être canon. Ce que le gars me disait, là, si je me trompe pas, c'est supposé être canon avec le film, puis avec l'autre qui suivait avant, tout ça. Fait que, puis le gameplay est écœurant. Sinon, le kiosque de PS4,
le kiosque de Sony, dans le fond. C'était la zone PlayStation. Dans le fond, il y avait du PlayStation VR qui était joué là. Il y avait un jeu de boxe qui avait l'air pas pire. On voyait un peu l'écran, mais on voyait pas grand-chose. Okay, en VR? En VR. Ouais. OK. Ouais, ça ressemblait à un style Punch-Out, là, mais ça ressemblait à un style Punch-Out, mais en VR. Imagine-toi avec la combinaison de Ready Player One. Ça serait mon goal, mais en tout cas, mais les joueurs jouaient avec les genres de deux bâtons, là, de... Moi, je joue à Punch-Out sur la mini NES, puis j'en mange une solide. Mais bon. Sinon, ça, c'est pour le stock de VR, il y avait quelques jeux qui montraient tout ça. Ouais. J'ai pas assez arrêté là parce que j'ai trop arrêté à Spider-Man. OK. Je suis pas un fan de Spider-Man. Tu sais, les crinqués qui nous connaissent, ils savent un peu sur quoi qu'on tripe, là. Puis moi, je suis pas un tripeux de Spider-Man tant que ça. Mais pour vrai, il y a des... Disons que ça a passé de à 10% que je la jette, là, puis ça me surprendrait, puis m'attendre qu'il passe en spécial ou que... que ouais, je me le précommande dessus dans pas long. OK. OK, assez que j'ai vu ça, puis j'ai vu le gameplay, comment ça se jouait, puis tout ça, il y avait une file pour voir ça, tu sais, pour l'essayer, puis tout. Puis c'était pas sur des gros écrans là, qu'on le voyait, là. C'était un PlayStation, un petit écran, puis tu joues à ça, un temps de temps, puis next. Puis le gameplay qu'on a vu, là, sérieusement, là, Rachel puis moi, on s'est regardé, puis on a fait wow, je trippe pas, puis elle non plus, je trippe pas Spider-Man, mais là, il m'intrigue pas mal plus que je pensais, même assez pour dire wow. Sérieusement, là, c'est un jeu. Je m'attendais à de quoi de ouais, ok, mais j'ai vu le système de combat, j'ai vu le système d'un peu tout, là. Le jeu, il est très dynamique, tout ça, puis il t'amène à embarquer dans l'action. Ok. Fait que c'est ça. Pour ce qui est de PlayStation, dans le kiosque Nintendo Switch, il y avait tellement de monde autour à un moment donné que c'est dur de voir qu'est-ce qu'ils jouait vraiment. Ils faisaient beaucoup la promotion de la Switch. T'sais, Nintendo faisait bien plus la promotion de la Switch que de n'importe quoi d'autre de Nintendo. Sinon, ils ont parlé aussi du Switch, la Switch Labo. Tu sais, les morceaux de carton, là. C'est de ça qu'ils jasaient beaucoup. Je sais pas, pas que j'ai pas d'intérêt à ça. J'aurais beaucoup d'intérêt à la Switch. Mais mon Dieu, j'ai pas d'intérêt à ce qui sorte comme jeu. OK. Ben, c'est plus familial que pour le hardcore gamer. Là. Oui, peut-être, mais je veux dire, mon Dieu, t'as une console qui peut amener à une jouabilité que beaucoup de hardcore gamers, là, t'arracherais du monde de d'autres consoles là, si tu faisais moindrement remonter. Tu prends tes manettes, tu plugues ça à chaque bord de ton iPad, tu pars avec la console, ça vient de s'éteindre. Mm-hmm. Moi j'aime ça, quand je pars, moi là, puis c'est pas moi qui conduis de quoi de même, j'embarque, puis je ramasse ma 3DS, puis je me mets à jouer à Metroid, de faire de même. Yeah! Mais là, tu vas jouer avec de quoi qui... Mais c'est tous des jeux qui accrochent pas tant. Okay. Là, ben, ils ont fait une passe avec le labo, ben ok, fine, mais... Je sais pas, il me semble que c'est sans saveur, là. Je sais pas trop. En tout cas, ça m'accroche pas, mais peut-être que je suis... Pas peut-être. Je suis clairement pas le public visé là-dedans. Puis il y avait la zone indie où j'ai fait j'ai fait un petit vidéo, là, tout ça, pour montrer... Cette zone-là était immense. Il y avait du monde qui était en train de faire un... Je dirais pas, je pense que c'était sur Twitch là, qui était en train de faire un genre de petite conférence, tout ça en même temps. C'est là que j'ai pris la photo aussi avec les Transformers. Mais il y avait tellement de jeux indie dans ce coin-là que c'était dur de voir qu'est-ce qui est quoi, puis ainsi de suite. Là. C'était tous des petits jeux de petites plateformes, des affaires comme ça. Fait qu'il y avait pas rien de fourret en tant que en frais de graphique. Par contre, question jouabilité, le monde y avait l'air tout à triper. Là. Okay. Fait que, mais c'était ça. Puis sinon, ben, c'est les conférences, moi, qui m'ont manqué, que j'aurais aimé ça en voir plus, puis des affaires comme ça. Ben, c'est ça. Ça va être pour une autre fois. Maintenant, tu peux pas tout faire en même temps. Puis surtout, si t'as un temps donné, ben, c'est ça. C'est pas mal ça. Ben, l'année prochaine, 3 jours. Ben, c'est ça. J'aurais pas le choix. OK. Ben, dans le podcast aujourd'hui, l'épisode 53, je pense que sans trop me tromper, on peut dire pirate niveau 1. Okay. Niveau 0. Ben, peut-être aussi parce que toutes les catégories de pirates qu'on va effleurer aujourd'hui
pourraient avoir un épisode à eux seuls. Ouais. Là, j'en entends qui se disent catégorie de pirates. Voyons, des pirates, c'est en mer et ça vole des trésors. Oui. Oui, c'est vrai. Mais évidemment, j'ai commencé par chercher la définition d'un pirate et ça m'a dit membre d'une équipe de baseball de Pittsburgh. Non, bon, OK. Non, c'était pas écrit ça, mais oui, il y a les pirates de Pittsburgh, mais ça ne fait pas partie du podcast aujourd'hui. Bon, aventurier qui courait les mers pour se livrer au brigandage, attaquant les navires de commerce. Ça, c'est une catégorie de pirates. Est-ce que le pirate est pour la mer ce que le bandit de grand chemin est pour la terre? Mettons, on pourrait dire ça. Okay. Je pense que oui. Mais il n'y a peut-être pas la fraternité qui existe dans la piraterie, dans les bandits. Le code de piraterie. Le code de piraterie et tout le côté aussi superstition et tout ça. OK. Donc, les Dalton ne sont pas des pirates de terre. Non, les Dalton sont des criminels endurcis. OK. Les plus dangereux du monde. Les plus malchanceux, probablement aussi. Hey, regarde, tu peux tout avoir. Honnête, là, se frotter à Lucky Luke et toujours s'en sortir ou pratiquement. C'est vrai. Il faut qu'il soit quand même compétent. Là. Oui. On va se le dire. Ou tenace. Pour moi, c'est l'équivalent coyote du cowboy. Du côté littéraire, personne qui pille s'enrichit des dépouilles d'autrui, les pirates de la finance. Oui. Donc ça, c'est de façon un peu plus imagée. En apposition avec, ou sans trait d'union plutôt, indique qu'une activité se déroule dans la clandestinité, en dehors de la légalité, qu'un produit est ainsi obtenu, comme radio pirate ou édition pirate ou programme pirate aussi, non? Et évidemment, on n'a pas le choix de parler de l'informatique. Personne qui contourne à des fins malveillantes ou même détruit les protections d'un logiciel, d'un ordinateur ou d'un réseau informatique, ce qu'on appelle en anglais un hacker. OK? Parce qu'en anglais, c'est pas un pirate, même si c'en est un. On n'appelle pas ça un pirate en anglais. Là. Non, c'est un hacker. C'est ça. Donc, on a... Moi, je pensais qu'on avait 3 sortes de pirates. Mais les hackers ont le même code et de fraternité qu'une piraterie de bateaux. Là. C'est ça. Ils ont vraiment un code à eux qu'il faut pas. C'est une confrérie. C'est une confrérie. Il faut pas que tu dérives de ce code-là parce que tu vas te faire kicker out de la confrérie. Alors, c'est vraiment... S'il y a des pirates de terre qui existent, selon moi, c'est vraiment eux autres. OK. Mais c'est plutôt des pirates virtuels, parce que c'est non tangible. Là. C'est vrai. Intangible plutôt. Donc, moi, je pensais aujourd'hui qu'on allait parler des pirates en mer, des pirates de l'espace, parce que je suis quand même entouré de gens qui trippent pas mal Space Opera, et de hackers, OK? Oui. De pirates informatiques. Mais avant qu'on commence le podcast, ça m'est apparu dans la tête, il y a des pirates de l'air. Ben oui. Puis ça, ce bout-là, j'y avais pas pensé pantoute. Si on prend le film Air Force One... C'est des pirates. C'est des pirates de l'air aussi. Donc ça se peut qu'on en parle s'il y a des idées qui nous viennent pendant le podcast. Moins un peu. Mais moins peut-être. Donc, commençons par les pirates du côté de la littérature. Je pense que des livres de pirates, il y en a quelques-uns. Écoute, c'est pour ça que je te disais niveau 0, là, parce que c'est... Il y a beaucoup de livres qui parlent de pirates. Majoritairement, c'est des livres qui vont parler de pirates de la mer. Mm-hmm. C'est extrêmement populaire. En BD, par contre, là, on touche pratiquement tout. Je veux dire, on va toucher vraiment le côté mer, on va toucher le côté spatial, on va toucher également le côté hacker. Ça, il y en a un peu partout. On remarque que des livres d'hacking, quand on connaît le cyberpunk, majoritairement, c'est un thème qui est comme... récurrent et obligatoire pour le cyberpunk. Alors, c'est sûr et certain qu'on en voit dans pratiquement tous les romans de la littérature. Rappelons que c'est l'épisode 43. Oui, effectivement. Il fait déjà 10 épisodes, le cyberpunk. Terrible. Ça pense vite. Je vous dirais qu'en littérature, j'ai fait encore comme d'habitude. Là, je te lis vraiment avec des choix très personnels. 1719, Robinson Crusoe. Je veux dire, ça part d'un personnage qui est pris sur un vaisseau pirate,
qui va vraiment être capturé, puis à un moment donné, il va s'évader pour aller sur l'île. Mais je pense que ça parle des pirates, ça montre comment les pirates sont faits. Je veux dire, c'est un des premiers romans d'aventure aussi, en tant que tel, où on parle de corsaires et tout ça. Ben là, c'est un classique, Robinson Crusoe. C'est Daniel Defoe, mais c'est quand même 1719. Là. Je veux dire, on est quand même dans le très très loin. Là. Mais je pense que le pirate le plus populaire de la littérature, tant jeunesse, adulte, c'est Capitaine Crochet. Oui. Capitaine Crochet de Peter Pan, je veux dire... mais je pense que c'est le premier pirate que la majorité du monde vont connaître. Je pense que oui. Je pense que le Capitaine Crochet, c'est comme un dans notre imaginaire, ou un des. Dans notre imaginaire, le Capitaine Crochet qui représente tout le côté adulte dans l'histoire, parce qu'on sait que c'est le Peter Pan, c'est un petit garçon qui ne veut pas vieillir, puis il va faire en sorte que les êtres qui sont avec lui non plus ne vieilliront pas. Il est prêt à tout, il est prêt même à tuer pour ça, là, parce qu'il est pas super gentil. Et le Capitaine Crochet, c'est un peu son némésis. Puis il y a même des petites hypothèses qui nous expliqueraient qu'il serait peut-être son père. Okay. Ça va être dans l'histoire de Peter Pan de Loisel en BD, parce que Peter Pan a été adapté en BD chez Régis Loisel. Alors lui, on avait amené cette hypothèse-là. Là, on parle pas du Peter Pan de Disney, là, vraiment l'histoire originale. C'est l'histoire originale. Alors, le Capitaine Crochet, je veux dire, il a tout. Les caractéristiques du pirate, le bateau, le crochet, l'épée, le chapeau à plumes, l'équipage, le vaisseau qui est extraordinaire. Sa relation avec Peter Pan, mais c'est super bien fait aussi. C'est une relation amoureuse parce que oui, des fois, le Capitaine Crochet, il y aurait des chances de se débarrasser de Peter, mais il le fait pas. Et ainsi de suite. Alors, mais je pense que c'est le premier pirate qu'on reconnaît dans la littérature, c'est ça. Okay. Je veux dire, c'est Peter, c'est vraiment le Capitaine Crochet. La fameuse scène dans le film Crochet. C'est un classique. Là, je vais faire rapide, là, je vais toujours aller rapidement. Dans la littérature un peu plus hacker, je veux dire, j'en ai déjà parlé beaucoup, Lisbeth Salander, dans Millennium, est probablement un des personnages hackers les plus reconnus de l'histoire en tant que tel, parce qu'on a réellement toute la vision de c'est quoi être un pirate, c'est quoi être un hacker. Hein, la communauté, les amis, mais pas trop, l'intangible, puis toute la force de ces gens-là qui sont en arrière, mais qui sont capables de pratiquement faire tomber une société, mais qui le font pas pour des raisons. Et là, c'est là qu'on voit aussi qu'il y a différents types de pirates, des différents types de hackers. Il y en a ce qu'on appelle des plus gentils, là, qui vont avoir la possibilité de faire du mal, mais qui le feront pas, mais qui vont te montrer qu'ils auraient pu le faire. J'aurais pu te faire ça. Regarde que c'est que j'ai dans ma possession. J'aurais pu faire ça, je l'ai pas fait. J'aurais pu te faire très très mal, mais je l'ai pas fait. Alors, mais voilà. J'en ai parlé, le Cyberpunk est un paquet bourré. Forteresse digitale de Dan Brown est un magnifique livre qui parle de ce qu'on appelle le décryptage. Alors ça, c'est un autre type de hacking, un autre type de piraterie. Alors, à partir de là, c'est vraiment au niveau des codes et tout ça, mais il y a beaucoup de hackers qui sont spécialisés à l'intérieur de ce piratage-là. Je tombe dans la BD, parce que dans la BD, il y en a énormément. Je pense que le plus vieux que moi je connais personnellement, c'est Barbe Rouge. Je l'attendais, je me l'étais noté. Écoute, ça c'est dans les années 60, c'est pratiquement une trentaine de tomes, c'est Charlier qui a fait ça. Ah non, c'est pas le même Barbe Rouge, moi. Ah, c'est pas le même Barbe Rouge? Non. OK. Non, je reviens. Si tu le dis pas, j'en parlerai. Tu le diras. En tout cas, ça, c'est vraiment c'est un moss, là. C'est sûr que c'est un petit peu plus vieux, là. Mais c'est vraiment très, très, très bon. Je veux dire, c'est quand même une grosse série. Dans les plus récents, je pense que le moss, c'est Long John Silver. Long John Silver, ça a été fait par Mathieu Laufrey puis Xavier Dorison. Mathieu Laufrey qui est un dessinateur extraordinaire. Et là, on prend un personnage historique, qui est Long John Silver, qui est un pirate qui a déjà existé, et on le met dans une situation où ce qui va voir d'autres personnages. Ça ressemble un peu à Black Sail dans le genre, là, la série Black Sail. Et c'est 4 petits tomes, c'est super bien fait. Et là, on est dans la piraterie pure. Alors, on a vraiment là, le
codes, les habits, les guerres, la façon de se battre. Tout est bien pensé. Les petites épées, parce que les pirates, ils préféraient avoir des petites épées qui faisaient les abordages, parce que les longues épées, ça pouvait bloquer. Tout est pensé, tout est réfléchi dans cette BD-là. On a vraiment le summum au niveau de la BD piraterie, là. Long John Silver, là, on peut pas passer à côté de ça. Okay. Puis si je me souviens bien, c'est aux éditions d'Argo, mais il faudrait que je vérifie parce que là, j'avais ma tête et des fois, là, j'ai trop d'informations. Ulysse 1781, c'est un truc qui est sorti l'année passée. L'année passée ou l'année d'avant. C'est un mélange de pirates et de western parce que le bateau en tant que tel, avec l'équipage, c'est un bateau terrestre. OK. C'est un bateau pirate, mais qui est tiré sur la terre par des chevaux. Alors, mais on a encore là le capitaine, tu sais, l'archétype du capitaine fort qui domine ses adversaires, aimé de ses coéquipiers, aimé et craint de son équipage. Très très belle BD aussi, 2 petits tomes. Et on va rajouter là-dedans un petit côté un peu plus fantastique. Parce que oui, dans la majorité des aventures de pirates, on a toujours ce côté fantastique-là qui vient nous jouer à l'intérieur. Oui, les pirates sont là pour voler les trésors, sont là pour faire des abordages, on va chercher pour essayer de chercher la richesse, mais il y avait toujours un petit côté fantastique aussi. Les sirènes, les monstres marins, comme on en a parlé dans notre dernier épisode, les trésors qui étaient comme un peu maudits, les malédictions sur les coffres au trésor, les fantômes, les pirates, les fameux vaisseaux fantômes. Tu sais, je veux dire, il y avait tout ce côté là, fantastique, superstitieux. On le retrouve dans 1781 là, parce qu'il y a des créatures un peu plus énigmatiques qui sont à l'intérieur de ça. Puis ça a été super bien fait. Il y en a une, je vais en parler petit parce que je ne l'ai pas lu. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est Jérémy qui l'a fait. Jérémy qui nous a donné récemment là, les chevaliers les chevaliers de... Je m'en souviens pas. Je suis pas capable de le prononcer, c'est trop compliqué. Pense-y, tu t'en reviendras. C'est scénarisé par Jean Dufault. Ça s'appelle Paracuda. Okay. Alors ça, c'est une très très belle série de pirates également. Ça a été sa première série à Jérémy qui l'a vraiment parti. Et là, on a encore une fois, là, on tombe sur un pirate avec un bandeau rouge qui va vraiment le couvrir son œil. Je pense qu'on est dans l'archétype des pirates. Mais comme je le dis, j'en parle pas beaucoup. Je vous en parle rien qu'un peu parce que je ne l'ai pas lu. Pirates de l'espace. Écoutez, je pensais qu'il y en avait juste un, j'en ai trouvé d'autres, mais je me doute duquel tu vas parler. Moi, je vais commencer par le très beau Warship Jolly Ranger. Tu l'avais pas vu venir, hein? Non, aux vas-y. éditions d'Argo, à Sylvain Rundberg qui fait le scénario. C'est une belle histoire d'un ancien militaire qui est comme un peu tassé de côté. Il est condamné pour une action qu'il n'a pas faite en tant que tel parce qu'il était dérangeant, fait qu'ils ont décidé de le mettre de côté et il va prendre possession d'un vaisseau qui est le fameux Warship Jolly Ranger qui est la crème de la crème de l'air spatial de cette époque-là et il a la caractéristique d'être contrôlable par une seule et unique personne. Alors t'as pas besoin d'avoir d'équipage. Si t'es capable de contrôler le vaisseau. Et là, on parle d'un vaisseau là, absolument génial. Et c'est un vaisseau là, typiquement pirate de l'espace, là, en longueur, avec des canons partout, des boucliers. Puis c'est très intéressant parce que là, on voit la vengeance du pirate. Parce que lui, en tant que tel, il est militaire, mais il va vraiment aborder le vaisseau. Il va aller le chercher, il va le voler. Je veux dire, c'est exactement ça la définition du piraterie. Et lui, il va essayer de trouver vengeance par rapport à ce qui a été fait. Et toute l'aventure se joue à l'intérieur de ça. Dessiné de main de maître, le scénario est extraordinaire, ça coule tout seul, mais c'est vraiment du space opéra, mais pirate. Okay. Et le vaisseau est magnifique. Si vous avez la chance d'aller le voir, là. Et je termine, mais je n'ai pas le choix de terminer par le plus grand pirate de tous les temps. Alors, de l'espace. De l'espace. Si je vous dis Albator, hein, tu nous dis Albator. Ben oui. Je pense que. Mais regarde, c'est. Non, c'est ce qu'il y aurait sur son chandail. Matsumoto, fin des années 60, 69, je pense que c'est ça, 69. Harlock, le capitaine Albator, je pense que c'est un personnage qui a marqué l'imaginaire de plusieurs enfants. J'ai toujours de la misère à m'embarquer avec le nom du capitaine Harlock. Ouais. Ouais. En tout cas, mais c'est parce que nous autres, ici, on a été élevés avec Albator. Ouais, je pense que lui, c'est le gars
le cas typique du capitaine vraiment de l'espace. Là, on peut pas avoir mieux que ça. Non, il y a son équipage. En plus, il y a son équipage, le look, là, l'œil, la ouais. cicatrice, le fusil, c'est tout. Moi, je me demandais même si c'était ça, un pirate de l'espace, ou si c'était un pirate dans l'espace. Ça ressemble beaucoup à un pirate dans l'espace. Parce que le vaisseau ressemble à un bateau. Là. Ah ouais, c'est clair, là, parce que t'as même comme la caisse en arrière là, pour le quartier d'équipage et tout ça, qui a l'air en bois d'ailleurs. Hein? Quand on regarde là, le vaisseau, là, pas l'Arcadia, mais plus l'Arcadia 84 qu'on a vu dans la série, là, le bleu, là, on a vraiment, pas avec le tranchoir de proue, là, avec la tête de mort en avant. Là. Non, mais celui avec la tranchoir de proue. Ouais, ça, c'est l'Arcadia of My Gun. Ouais, mais il est violent. Ouais, lui, il est un petit peu plus violent. Ouais. Mais, tu sais, quand avec le recul, la série Albator passerait plus aujourd'hui à la télé, là. Avec tout ce qui se passe, toute la rectitude politique qu'on a dans l'art et tout ça, l'appropriation culturelle, tout ça passerait pas, là. Je veux dire, écoutez, il y avait des femmes nues avec des cheveux qui se faisaient tirer dessus puis fondaient. Puis t'avais Albator qui débarquait d'une place, qui envoyait ces fameux câbles là, d'abordage, à rentrer dans le vaisseau, après ça, il les enlevait. Puis l'air sortait, puis tout le monde crevait. Là, mais il s'en foutait comme dans la 40. Là, c'était un pirate. Là. C'était vraiment un pirate. Là. C'était quelqu'un qui avait ni foi, ni pitié. Excessivement tacite, très renfermé sur lui-même. Un personnage très mystérieux, Albator, qu'on connaissait pratiquement rien de lui. Il avait une idée en tête, c'était de se débarrasser des Sylvides. Puis il était prêt à sacrifier mer et monde, son équipage, n'importe qui pour en arriver là. Et on voit la ressemblance avec Warship Jolly Roger. Pourquoi je l'ai commencé? Parce que le vaisseau d'Albator est un vaisseau qui se contrôle pratiquement tout seul aussi. Parce qu'il y a l'esprit de son copain est à l'intérieur. C'est Takashi, me semble, hein? C'est tout ça? Oui. Il me semble que c'est ça, qui est à l'intérieur du vaisseau, qui est comme un genre d'entité intelligence artificielle qui l'aide là-dedans. Fait que le vaisseau, il est pratiquement invulnérable. Là. Je veux dire, c'est comme, c'est parce que le vaisseau, il réagit par lui-même aussi. S'il veut te donner de la merde, tu vas en avoir, mais s'il veut t'aider, tu vas te faire aider. OK. Ouais. Puis il est pas battable. Il n'y a rien qui l'arrête. Là. Puis souvent, c'est ça aussi dans les pirates. Hein. La légende des capitaines, un peu cette légende-là, un peu d'invulnérabilité. Hein. Barbe Noire l'avait, les grands capitaines de l'époque, il y avait cette aura de peur-là. Puis souvent, c'était seulement que des oui-dire. C'est comme... il jouait beaucoup sur la peur, il jouait beaucoup sur le bouche-à-oreille. Il surfait sur la vague tu l'as dit tantôt, là, de la superstition de tout le monde. Tout le monde était autant dans n'importe quoi qui a rapport avec les hackers ou que ce soit avec des pirates, que ce soit avec n'importe quel type de pirate. Tous les types de pirates ont toutes... si c'est pas de la superstition, je sais pas comment appeler ça, mais ils ont tous les petits gaguettes, tu sais, les petits dada, ils ont tous un petit quelque chose. Ça, c'est ma paire de bas porte-bonheur. Ils ont tout de quoi. Il est arrivé à l'affaire, faut que tu fasses 3 tours sur toi-même, tu garoches une poignée de sang dans toi. Bon, mais il y en a un, je pense, c'est Barbe Noire, où il y en a un autre qui, à chaque fois qu'il allait quelque part, il allumait une genre de fumée là, qui le suivait, fait que le monde le voyait. Puis Barbe Noire, il s'allumait des mèches lentes dans la barbe. Des mèches dans la barbe pour faire vraiment une fumée, pour faire croire aux gens là, qui arrivaient vraiment comme un esprit vengeur. Et mais ça faisait son effet boule de neige, mais ça restait que c'était des hommes qui ne vivaient pas très très vieux à cette époque-là. Non. On s'entend que l'espérance de vie de marins, surtout de pirates. T'essayeras ça, Red, dans ta barbiche? Non, OK. Je te fais pas la liste complète de tous les grands pirates historiques, parce qu'on en aurait pour demain matin. Puis de toute façon, on reste dans la culture geek, la culture populaire. Oui. Moi, je vous dirais Long John Silver, allez vous chercher ça en BD. C'est le summum. Pirate informatique. Ne lisez pas Millennium, j'en ai tellement parlé. Vous l'avez sûrement déjà lu. Oui, c'est déjà réglé. Forteresse digitale de Dan Brown, moins connu. Oui, mais Dan Brown, ça reste du Dan Brown. On le connaît, Dan Brown, pour David Chica, tout ce petit côté-là, mais Forteresse digitale sur le hacking,
tout le craquage de code. D'ailleurs, dans Origine, on effleure un petit bout aussi. Oui, exactement. Alors, allez-y, parce que c'est le fun de connaître d'autres choses de nos auteurs. Puis, Classique Albator, ils sont en train de ressortir tous les Albator avec de nouvelles éditions. OK. Je pense qu'on peut pas se tromper en tant que tel avec Albator. Là. On est là. Puis si ça vous tente de lire Peter Pan, bonne chance. Vous pouvez le faire pour découvrir qui est le capitaine Crochet. Mais moi, êtes-vous, je me taperais la BD de Régis Loisel. Beaucoup plus adulte, beaucoup plus hardcore. C'est différent. Ça amène une idée différente, une appréciation artistique différente de ce qu'est Peter Pan. Et on joue dans des zones très très grises avec le père de Peter Pan, puis même on va vraiment plus loin que ça avec Jack l'Éventreur et Peter Pan. Alors il est allé loin dans ses explications, il a joué beaucoup, mais ça reste que c'est un monde imaginaire. On voit l'évolution quand Peter Pan arrive sur l'île, on voit l'évolution du capitaine Crochet. C'est très 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 bien fait. Ça reste que c'est une magnifique BD adulte. Question BD adulte, celle-là que je t'ai emmené. Oui, celle-là, je la connais pas Pavillon du tout. Noir. Pavillon Noir, j'ai très hâte de regarder ça. C'est très pirate, c'est très Black Sail. C'est pas propre. Je parle pas du style de dessin, là, mais l'histoire, c'est pas une histoire de pirate super fun, super gentil. Vous allez voir, là, ça ressemble... Peut-être à part dans le pirate de mes rêves, là. Ouais. Il n'y a pas vraiment de pirates qui sont super gentils. Hein. Oh, attends. Ah oui, tu vas m'en sortir. Si tu sors le pirate de mes rêves, je te dis, je m'en vais. Mais non, quand on arrive justement dans cette BD-là, moi, je joue à un jeu qui s'appelle Pavillon Noir. Je vais vous en parler tantôt. Et cette BD-là, elle fit dans un scénario du jeu qu'on... Pavillon Noir. Ça n'a pas été pris dans un scénario du jeu Pavillon Noir. C'est pas ça pantoute. Mais ça fit. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Ouais. Ça pourrait être un bout de... Il aurait pu appeler ça Black Flag, puis ça aurait été de quoi qui a rapport avec la série. Fait que si quelqu'un qui veut se garrocher dans une lecture de pirate, qui est pas propre, puis que c'est pas tout le temps un gentil pirate qui va... Non. Ça, là, c'est une gang de croches, puis une gang de... c'est pas de la BD... Comment est-ce qu'on s'est déjà fait dire ça à un moment donné? De la BD, c'est des lectures pour enfants? Oui. Bon, c'est pas de la lecture pour enfants. Je peux vous le dire, Pavillon Noir, là... c'est pas de la lecture non plus, c'est des images. Dans le fond, Pavillon Noir, ça se trouve à être ça, là. En tout cas, à mon goût, à moi, question lecture sur les pirates, mais question BD... j'ai même pas essayé j'ai même pas parlé de piraterie dans les comics. OK. Tu veux dans le niveau regarde. Tu veux dire des pirates dans les comics? Les pirates dans les comics américains, j'en ai pas parlé. Niveau 2, si on est dans le niveau 1, mais niveau 1, si c'est le niveau 0. Niveau 0, parce qu'effectivement, il y en a, mais non, j'en parlerai plus une autre fois. Ben oui. C'est la même affaire de mon côté. On parlera pas tout d'une shot, sinon... Non. Puis même à ça, moi... Pour? On parle... Pour parler! Vas-y, Sylvain. OK. C'est pour introduire le côté petit et grand écran. Petit écran. Mais tu mentionnais tantôt que le premier pirate qu'on connaissait, c'était Barbe Rouge. Ouais. Moi, je pensais pas que c'était de ce Barbe Rouge-là que t'allais me parler, parce que lui aussi s'appelle Barbe Rouge, est à la tête d'une gang de pirates pas chanceux, parce qu'ils se font toujours attaquer par les Gaulois. Ben oui, mais j'en ai pas parlé. Mais... ce pirate-là, c'est un des premiers pirates qu'on connaît. Et ça nous donne pas une image très, très dangereuse des pirates. Non, pas très. Okay? L'autre pirate qui fait partie des premiers pirates qu'une certaine génération peut connaître, c'est Patchy le pirate. Eh mon Dieu. Non. Qui est Patchy le pirate? C'est celui qui chante le thème de Bob l'éponge. Ben oui! Et qu'on voit parfois, c'est un pirate, non pas dessiné, mais vraiment live action. Vous êtes prêts, les enfants? Exactement. Oui! Je vous entends pas. C'est correct. Alors, c'est Patchy le pirate. Mais à part ça, tu as mentionné Black Sails. Oui. Oui, évidemment. Moi, je connais pas cette série-là. Pour vrai, si tu connais pas ça... C'est quand même 38 épisodes, là. C'est la série pour du pirate. Ça bat n'importe quoi comme film de pirate, comme n'importe quoi. Ne pas écouter en présence d'enfants
en bas de 18 ans. Non, Eh, ok. mon Dieu, non. Parce Ok. que c'est très explicite sexuellement, C'est très violent. explicite au niveau de la violence, OK. puis c'est pas Jojo, là. À mettre dans la même catégorie que Game of Thrones puis Vikings. Oui, effectivement. Tu te dis à un moment donné, dans un abordage, il n'y a rien là. Et mon Et Dieu. my goodness, hein, ouf, Ok. c'est très dur. Un abordage, puis quand ils ouvrent les sabords, puis qu'on fait une bordée de proche, là. Oh. Non, c'est Ok. pas le fun. Non. Donc, 38 épisodes en 2014-2017. Au Québec, ça a été diffusé sur Max. Ça l'est peut-être encore. La série relate les péripéties du capitaine Flint et de sa bande durant l'âge d'or de la piraterie. Là, c'est le fun parce que tous les personnages historiques sont là-dedans. Ouais. OK. C'est un mix entre le historique puis Fiction. la fiction un peu. C'est Ouais. ça. On dit que c'est 20 ans avant ce qui est raconté dans L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Ça, je le savais pas. Ouais, parce que Long John Silver, on entend parler c'est Ouais, il y a là-dedans. c'est Ils là-dedans sont qu'il commence. sont tous là-dedans. Puis quand on sait pourquoi il s'appelle Long John Silver, c'est violent, pas pire, c'est tout. Oui. Non, sérieusement, là, c'est Bon, une série. écoutez. je vais regarder ça. Pour ce qui est des Pirates de l'espace, bon, évidemment, tu as mentionné Albator. Pour ce qui est du manga, il y a eu 2 séries, Albator. Première série, 78-79, 42 épisodes. Et deuxième série, 82-83, 22 épisodes. C'est celle-là qu'on connaît le plus, c'est la 82. Et je le sais pas, moi, 78-79, c'est pas mal dans le même temps que Goldorak. Ben moi, je me souviens beaucoup de 82. Là. OK. Possible. Mais moi, j'ai vu ça, Albator, mais suivi ça. Mettons que j'avais pas mal plus regardé Moi, je les ai Goldorak. suivis, mais à un moment donné, il y avait un tranchoir en avant. À un moment donné, son Ok. vaisseau était noir. À un moment donné, il était bleu. À un moment donné... OK. Je pense qu'il y a des geeks qui nous écoutent qui sont pas mal plus craqués à le Oui. que nous autres, Oui, absolument. qui pourraient nous éclairer là-dessus. Là. C'est Et clair. c'est pas, je peux pas le confirmer, mais ça a du sens. Oui, c'est Captain Harlock, mais la raison pour laquelle c'est Albator en français, c'est qu'il y avait trop de confusion entre Capitaine Harlock puis Capitaine Haddock. Ah, peut-être. Ah, Bon, je trouve que ça a du sens. Capitaine Haddock qui est absolument pas un pirate. Non. En tout cas, peut-être que j'ai déjà essayé. Ben, il boit beaucoup de rhum. Oui. Il a la caractéristique. Oui, il serait du genre à faire Harr de temps en temps, mais bon. D'autres pirates de l'espace que j'ai trouvé, mais que je connais pas nécessairement, là. Divatox dans Power Rangers Turbo. mon Dieu. Il y a tellement de séries Power Rangers. Hammerhand dans Thundercats serait un pirate de l'espace. Dans Star Wars The Clone Wars et Star Wars Rebel, un certain Hondo Onaka Oui. est un pirate de l'espace. Il y a beaucoup de pirates dans l'espace. Oui, ben là, on est pas mal dans l'espace. Dans Star Wars, il y en a dans la case des métabarons, il y a beaucoup de pirates. Dans 40 000. On va en avoir Mais j'en dans parlerai 40 000. tantôt. Malcolm Mal Reynolds dans Firefly. Ouais, oui. Je Oui, oui. suis tout à fait d'accord. Ouais, Ok. mais c'est un- Mais tu vois, regarde, tu dis que je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de gentil pirate, lui, ça en est un. OK. Et dans Cowboy Bebop, faudrait que Ouais. je demande ça à mon fils, Spike Spiegel, c'est un pirate de l'espace. Bon. Je connais pas assez. Cowboy Bebop, là, c'est probablement dans les meilleures séries animées de l'histoire. Là. Puis c'est méconnu. C'est ce que je me Oui. rends compte que c'est méconnu. Oui. Faudrait d'ailleurs que je jette un œil. On a ça ici quelque part dans la Ouais. maison. Les hackers. Bon, on a abondamment parlé de Mr. Robot dans notre épisode 43. C'est la série à regarder. C'est La tellement série bon. Chuck est considérée comme une série de hackers. Je sais absolument pas c'est quoi. Ah ouais. Il a mis ça dans les affaires Ouais, d'hacker. mais je sais pas pourquoi. Ouais, Mais c'est quoi ce Chuck? le gars, il est commis dans un. Il est au vente dans un magasin. Puis je pense que comment il s'appelle celui qui faisait Darth Maul là, Ray Park. Ray Park? Il est là-dedans. Il y a un rôle là-dedans. Puis tu sais, dans le fond, le gars, il est comme. C'est son cerveau qui est comme hacké, là, je pense. Quelque chose Ah, comme ça. là. OK. Fait que, Évidemment, il y a une série CSI qui s'appelle CSI Cyber. Donc, le titre laisse croire qu'il y a du hacking là-dedans. Oui, il y a du hacking dans Arrow, parce qu'un des personnages, La fille? la blonde, là, Felicity Smoke, Félicité, ouais. elle, c'est son rôle, puis elle a un de ses chums aussi avec qui elle travaillait, qui hackait. Là. Dans Agents of S.H.I.E.L.D., celle qui est devenue ce qui s'appelait Sky au départ, Ouais. puis bon,
elle hackait. C'est une inhumaine, ça? Maintenant, oui. Que c'est une inhumaine, hein? Absolument. Du hacking aussi, on en trouve du côté de Black Mirror dans certains épisodes. Là, évidemment, ça se prête à ça. Là. Mais comme je vous dis, on frôle le dessus de l'iceberg. Ah oui. Martin n'étant pas là, Martin le visionneur Boisvert, il y a quand même des films de pirates. Hein, ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'un épisode. Mon pirate bien aimé, mon pirate d'amour, c'est comme ça qui était vraiment bon. Là. Non, ok. C'est sûr qu'on peut pas penser à côté des Pirates des Caraïbes. Là. C'est-tu les pirates ou le pirate? Pirates des Caraïbes. C'est Pirates des Caraïbes. OK. Cette série-là, évidemment, c'est la série qui vient tout de suite. Là. Mais il y a quand même plein d'autres films. Oui. Moi, aujourd'hui, j'ai regardé Les Pirates Bande de Nuls. Okay, qui est un film d'animation. Oui, mais c'est pas de quoi qui vole très haut, on va dire. Non, mais c'est un film de pirates qu'on peut avoir beaucoup de plaisir en tant qu'adulte à regarder. Oui, parce qu'on le voit au second degré. Là. Ben oui, absolument. Fait par les studios Hardman qui ont pondu, entre autres, Wallace et Gromit. Là. Oui. Poulet en fuite aussi. C'est ça que je cherchais. C'est pas fait en pâte à modeler, mais c'est fait dans le même style que Wallace et Gromit. C'est ça. Puis Charles le Mouton. Puis oui, absolument. D'autres films qui se regardent également au second degré. Eh mon Dieu, oui. Non, ça... ça non plus, ça vole pas. Mais, puis, j'ouvre une petite parenthèse vite là, concernant Wallace et Gromit. Là. Wallace et Gromit, la revanche du lapin-garou, la malédiction du lapin-garou. Ça passe à Ciné-Cadeau, là. C'est ça, c'est pour la forme, un excellent film d'horreur. La façon que c'est fait, là, c'est vraiment très, très bon. Je suis d'accord avec toi, 100 000 à l'heure. À part ça, j'ai pas eu le temps de regarder les Goonies. Ouais, à la fin, il y a un bateau pirate, mais il y a une chasse au trésor. Ouais, mais c'est parce que tout le long du film, on se rend compte il cherche le trésor de Willy le Borgne. Ouais. À partir du début dans la maison, aller jusqu'à... OK. Évidemment, oui, tu as parlé de Peter Pan, mais il y a le film Capitaine Crochet. Tout à fait, avec Robin Williams, feu Robin Williams. Et Dustin Hoffman. Dustin Hoffman qui joue le Capitaine Crochet, qui est extraordinaire dans ce film-là. Et là, on voit vraiment les péripéties de Peter Pan qui a vieilli, qui est devenu père, qui est devenu vieux. C'est ça. Et on va sûrement se faire servir la même morale avec le film Jean-Christophe. Sûrement. Que là, quand on vieillit, on perd nos illusions, on devient... On perd notre cœur d'enfant. Exactement. On devient poche. On n'entend plus la clochette du Père Noël. C'est vrai. Bon, évidemment, on en avait parlé à la toute fin de notre dernier podcast, le film Hackers. Oh my goodness. Faut revoir ça. On peut pas passer à côté de ça, malgré le fait que ça a excessivement mal vieilli. C'est ça, parce que probablement là-dedans, sont équipés au bout d'un modem 56K. Là. Oui, mais dans ce temps-là... c'était la base. C'est ça, je sais. Maintenant, on va voir, on voit Ready Player One, puis on fait, hey, les autres sont équipés, puis finalement, on va se ramasser plus tard, puis on va faire... Dans 20 ans, on va trouver que c'est... On va rire d'eux autres. C'est ça. Mais il y avait un autre film, je ne l'ai pas mis là-dessus, parce que je ne sais pas si on peut qualifier ça de piratage, là. Mais il y avait un film avec Sandra Bullock. De Net. Ça aussi, tu regardes ça aujourd'hui, puis c'est pissant, là. Mais elle joue un hacker. C'est un genre de elle se fait voler consultant informatique, mais elle fait voler son identité. Mais le fameux pi, le symbole de pi, là, ils vont vraiment elle va devenir une hacking. Elle va vraiment hacker le système pour essayer de se sauver. Là, parce que effectivement, qu'elle se fait voler son identité. Là. Il y en a un film qui ressemble à ça aussi avec Robert Redford et Ben Kingsley. C'était les professionnels. Où il fallait qu'ils volent une petite boîte qui permettait de décoder tous les codes du monde. Okay. Fait que c'est comme une genre d'équipe de pros. À l'intérieur de ça, t'as des spécialistes du son, des spécialistes de hacking, de la sécurité, tout ça. Ça fait comme une petite gang de pirates. Et Robert Redford est au début un jeune pirate là, qui se fait arrêter, mais qui a la chance d'aller chercher une pizza. Enfin, c'est son chum Ben Kingsley qui va se faire arrêter à sa place. Puis il va y avoir une genre de confrontation entre les deux à la fin. Là. OK. C'était très bon. Super bon, ce film. Ah oui, c'est très bon. Tu as parlé des romans Millennium, mais évidemment, il y a les films. Millennium, ou encore mieux, la série télé, à partir de laquelle on a fait les films. Moi, quand j'ai vu cette série télé-là, sans pause publicitaire. Avec pratiquement une demi-heure, 3/4 d'heure de plus. C'était 1 heure. Le film
par roman, le film durait 2 heures, mais dans la télésérie, c'était 3 épisodes d'1 heure. Par roman, là, t'en avais beaucoup plus. Du hacking dans Mission Impossible, le film Ghost Protocol, il y en a là-dedans. Benji. GoldenEye, il y a du hacking là-dedans, mais là, on recule évidemment dans les années. Je sais pas, vous autres, des films de pirates. L'île au trésor de Disney. L'île au trésor de Disney, mais l'île au trésor, le remake. Et j'ai pogné de quoi tantôt que je parle. L'île au trésor, tu parles-tu le trésor dans l'espace, là? Non. Ils ont fait un Disney dans l'espace aussi. Oui, ils ont fait l'île Treasure Island dans l'espace. Ça, c'est écœurant. Ouais. Moi, en tout cas, pour moi, c'est un écœurant de bon animé. Très bon. Mais ils ont fait un film français, L'île aux pirates, où c'est Blackbeard, je crois. Ils en ont fait un, l'île aux pirates aux États-Unis, je pense dans les années 90 avec Jenna Davis. Oui, mais ça, c'est l'île Coupe-Gorge. C'est ça, l'île Coupe-Gorge. Ça, c'est je pense que c'est un des pires échecs financiers de l'histoire du cinéma. Mais sauf que c'est quand même un bon film de pirates écœurant. Mais je pense que l'île au trésor, c'est comme le best. Là. Mais celui que je te parle, là, ça n'est un là, que c'est pas Disney. OK. Celui que je te parle, là, pour vrai, au début, tu sais, c'est... me semble que c'est l'île au trésor, mais c'est français, c'est européen comme film. Puis, tu sais, au début, là, ils sont là, puis ils finissent de se taper sa gueule après un abordage, puis tout ça. Puis là, le capitaine, il est sur dessus du pont, puis OK, on fait quoi? Tu sais, il y en a un qui est mal en point, puis va chercher le docteur. Le docteur, c'est un Soulon fini, il est sous-mort. Puis bon, ben OK, tenez-les. Puis il est avec une hache, puis il coupe la jambe de l'autre, là. Puis, tu sais, c'est très... C'est pas Disney, là. Non, c'est pas Disney. Okay. Mais sauf que le film, il est écœurant. C'est un film de pirate. Puis c'est drôle, mais à tous les fois qu'on parle de l'île au trésor, tout ça, c'est tout le temps la même histoire de Long John Silver avec Barbe Noire, tout ça. C'est tout le temps la même histoire qui revire, mais racontée différemment, puis qui t'accroche pareil à toutes les fois. Mais bon, ça, c'est ça. Le capitaine Phillips. Oui. Qui est un pirate somalien. Parce que oui, les pirates n'existent plus en tant que tel avec des bateaux, tout ça, là, mais eux autres, c'est des pirates qui sont en chaloupe, qui vont voler les transporteurs pour demander des rançons pour les capitaines puis pour la marchandise. Alors eux autres, c'est des pirates somaliens. Là. Au lieu de débarquer avec des épées, ils débarquent avec des AK-47. Là. Ouais. Alors les gens qui ont vu le capitaine Phillips, ils se rendent compte que ces pirates-là, ils n'entendent pas à rire trop. Là. Non. C'est des, Tom Hanks, ça, hein? Oui, c'est avec Tom Hanks, ça. C'était vraiment... c'était assez violent, là. Je veux dire, moi, ça m'a profondément là, marqué, ce film-là, là, parce que je me dis, qu'est-ce que je ferais à sa place, là? Oui. Ben, ça peut arriver, là. Ça existe, là. Il y en a encore beaucoup. Je peux pas le rentrer dans le pirate, mais je pense que Master and Commander. Puis oui, tu peux le rentrer dans un film dans le style pirate. Dans le style pirate, ça c'est avec Russell Crowe. Ouais. Mais c'est parce que écoute, c'est tellement bien fait là. On voit la vie des bateaux là, on voit la vie des marins. Je vais te faire un petit. Tu vas comprendre pourquoi on peut en parler. Quand nous autres on joue à Pavillon Noir, que je vais parler tantôt, c'est un jeu de rôle là, comme Donjons et Dragons, des affaires comme ça. Mais quand on joue à ça, tu sais, des références là, pour te donner une idée comment est-ce que ça marche sur un bateau, puis comment est-ce que ça marche ici, puis tout ça, tu vois tout le commandement de comment est-ce que dans le film là, ils ont vraiment mis l'emphase sur comment est-ce que ça marche, tout ça, puis tu l'as. C'est des grosses références qu'on a dans les livres de jeux de rôle, puis tout ça, puis oui, tu peux en parler parce que à part que d'être de la marine, là, le bateau, là, c'est pas tout le temps rose puis tout ça, puis les autres ils s'attaquent à d'autres mondes aussi, puis c'est clair là. Fait que puis tu vois toute la tactique, la façon là, parce qu'ils s'attaquent avec à des bateaux qui sont plus gros qu'eux autres. Ouais. Comment ils font en croire qu'ils sont blessés puis qu'ils sont en panne puis ils ont la peste, tout le côté là, de réparation des bateaux là, tu le vois vraiment là, quand le bateau il est en mauvais état là, il faut qu'il aille sur la côte réparer tout ça. Ça t'as tout ça dans Black Sea là. On voit exactement la même chose là. C'est la même chose. Puis, Pirates des Caraïbes, je pense que c'est le truc qui a le plus marqué l'imaginaire dans les dernières années, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un petit côté de dédain à ce film-là. C'est vrai que Johnny Depp, des fois, il en fait un peu trop, mais il a quand même réussi à créer un personnage culte. Là. Oui. Je veux dire, Jack Sparrow, là, je veux dire, tout le monde le connaît. Là. Oui. Il en fait pas un peu trop. Tant qu'à moi, là. Moi, je trouve qu'il est parfait. C'est ça. Moi, tant qu'à moi, il y en a du monde qui est fucké. Puis... Pour moi, c'est la représentation parfaite du pirate. C'est pas quelqu'un qui est profondément méchant. Il est chaotique neutre. Il est prêt à tout pour arriver à ses fins.
il tuera pas personne pour tuer quelqu'un, mais il est prêt à faire s'il faut qu'il se défende sa vie. Il est chaotique neutre. Il ne pense qu'à une seule et unique personne, lui-même. Mais il est quand même un bon fond. Ah ouais. C'est pas quelqu'un qui est méchant. Puis il y a tout, c'est le look, il boit. On a l'impression qu'il est tout le temps sous, qu'il est super pas dangereux, mais dans le fond, il est hyper dangereux, ce gars-là. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est extrême, là. Je veux dire, il peut se sortir de n'importe où, là. C'est le Indiana Jones des mers. Comme on dit dans le milieu des gamers, il est chaotique neutre. Ça, c'est dangereux. Ah ouais. C'est très, très dangereux. ouais. Parce qu'il est chanceux, c'est un peu. Ouais, Ben oui. Ben, il fait sa chance aussi. C'est vrai. Puis, mais le bateau, la perle noire, est magnifique. Puis tout le côté, si je parlais tout à l'heure de fantastique, de la fantasy dans la piraterie, là, on l'a là-dedans. Là. Ouais. Le Kraken, le vaisseau fantôme, la malédiction, les bagarres, tout est là. Le code de piraterie, c'est vraiment... en plus... Ben, c'est beaucoup plus enfant que Black Sail. Fait que tu peux écouter ça avec tes jeunes garçons ou tes jeunes filles. C'est le fun. Parce que ça leur permet, parce qu'il n'y a pas de diffusion de sang. Ben, il y en a. Ouais, mais on voit rien. Ouais, je veux dire, c'est pas... ils se battent contre des zombies, là, à un moment donné. Ouais, non, mais je veux dire, il y a un paquet d'affaires là-dedans qui font que, si tu commences à expliquer aux jeunes c'est quoi tout ça, ben, il est peut-être trop jeune pour voir ce film-là, mais normalement, des enfants qui... Moi, je pense que Disney ont réussi leur coup avec ça, Pirates des Caraïbes. Ils ont réussi vraiment à créer un mythe. Puis, bon, c'est le temps qui arrête, là. Ouais. Ça, c'est mon petit côté personnel, là. Mais il reste ce que c'est que je t'ai parlé tantôt, là, le film L'île au trésor avec Elijah Wood et Donald Sutherland. Ouais. Puis un autre, je me souviens pas de c'est qui l'autre, là. Mais 3 personnes qu'on voit dans des séries ou dans des films, puis que c'est ça. Je sais pas trop, là, mais sérieusement, ça fait bizarre. Puis c'est en 2012. OK. Fait que ça m'intrigue assez pour dire je vais essayer de trouver ça, il faut que j'écoute ça. OK. Fait que à date, j'ai tout écouté les versions de L'île au trésor, puis j'ai tout le temps trippé. Puis mais pour vrai, une des histoires que j'ai, puis qui va tout le temps rester, que je vais quand il passe ou n'importe quand j'ai une chance, je l'écoute, c'est celui de Disney dans l'espace là. Ouais, il est très bon. Celui là avec le jeune là, qui part à l'aventure, puis qu'il essaie de trouver un trésor, puis qu'il essaie de trouver un paquet d'affaires là. Très 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 bon. Celui-là, c'est dans l'espace, par exemple, mais il te ramène avec une histoire de pirate. Une histoire basique, sauf qu'au lieu d'être dans la mer, c'est dans l'espace. Okay. Et bien, je termine avec le pirate de mes rêves. Ah, bon, c'est pour ça qu'il voulait pas qu'on en parle, parce qu'il voulait en parler. Parle-moi-en, parce que ça me dit rien. Hein? Ça te dit rien? Non, ça me dit rien, moi. Malgré que ça me dit rien. Je regarde de même, là, peut-être que mon cerveau est trop en vacances. Là. Le petit blond qui est sur le piquet, qui a été élevé par des pirates, qui tombe en amour avec la fille du gouverneur, qui va essayer de la ramener. C'est une comédie musicale. Ouf. Ça passe à TVA à tous les étés. Plus ça va. C'est pas Mel Brooks qui a fait ça? Non, c'est pas Mel Brooks. C'est quand même assez important. Là. C'est quand même un... C'est un nanar qu'on appelle, là. Un film de série B. Là. OK. Mais c'est vraiment là... un film semi-romantique de pirates, là. C'est juste drôle, puis c'est un film musical. Ben, je te dirais qu'à un moment donné... Les images, je pense déjà avoir vu les images passer, mais... Hey, non, les pirates qui cruisent gros comme le bras, avec les chemises blanches pétantes, avec puis qui chantent sur le bateau, là. Déboutonné jusqu'au nombril, avec des abdos qui en finissent pas, puis des affaires de même. Non, mais la fille me dit de quoi, là? C'est réellement un classique. OK, vous m'avez convaincu. On écoute ça après le podcast. Tu écouteras ça avec ta femme. Vous allez coller après ça. Oui. Dans le monde du gamer et de l'immersion, est-ce qu'il y a moyen de jouer aux pirates? Ouais, hey, sérieusement, là, regarde, je vais te le montrer, là, j'en ai sorti des jeux, juste du vidéo game. OK, mais je ferai pas la nomenclature là. Je vais juste en parler un peu de vidéo game, mais je vais m'en garder un peu pour les autres d'après. Oui. Si on y va avec le jeu qui a sorti, ben je dis le jeu, avec la grosse sortie que beaucoup de gamers attendaient, ils ont fait des Xbox avec ça, qui était une exclusivité Xbox One, Sea of Thieves, OK, qui a pas eu de succès escompté.
Le jeu se voulait un super de jeu MMO, Mass Multijoueur Online. Ça se voulait un gros jeu où ce que tout le monde pouvait jouer ensemble, puis qui pouvait faire un paquet d'aventures ensemble, puis ci, puis ça. Puis finalement, ben, c'est devenu un jeu qui est très, 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 mais très redondant à partir du début. OK. C'est ce que j'ai su des gens qui ont joué. Moi, j'ai pas joué, j'ai vu les graphiques, j'ai fait oh mon dieu, ok, non, ça m'intéresse pas pantoute. J'ai eu l'impression qu'on se ramassait avec des graphiques de Nintendo, de cartoon Nintendo, mais pour Xbox, j'ai fait qu'est-ce que c'est ça? T'as peu là, faites un jeu qui a de l'allure là, pour le monde, pour les gamers et tout ça, puis finalement, ben, à ce que j'ai compris, tu pars avec ton bateau, tu te ramasses un bateau. Tu vas faire tes missions. Faut aller chercher une carte au trésor. Une fois que tu as la carte au trésor, tu t'en vas sur une île qui se ressemble tous. Tu bats deux squelettes qui protègent le trésor. Tu ramasses le loot, puis tu repars, puis tu vas refaire la même affaire plusieurs fois parce qu'il faut que ton loot il monte. Une fois que tu as eu assez d'argent pour pouvoir t'acheter quelque chose, ben tu vas t'acheter le gun qui vaut la peine. Ben c'est rien qu'un skin sur ton gun. Ton gun n'est pas mieux ou de quoi de même, il est juste différent. Il est plus beau. Ouais. OK. Puis après ça, on fait quoi? On recommence. Et ben, c'est une carte plus grosse, c'est une carte. Tout le monde en fait. Ouais. OK. Ordinaire. Ça, j'ai pas des bons commentaires sur ce jeu-là, mais bon, je veux dire, j'ai pas joué. Fait que je peux pas me faire mon idée à moi, j'ai pas joué. Puis il faut que tu joues online seulement, puis bon. Rendu là, bon, à un moment donné, il y a, après ça, beaucoup de petits jeux online qui ont sorti, Pirates des Caraïbes, après ça, il y a un Lego Pirates des Caraïbes qui ont sorti, tu sais, des joueurs qui veulent jouer des petits jeux rapides, là, genre, comment est-ce que je vais vous sortir ça un petit peu, il y a Tropico 2, mettons, ok? Tropico 2, c'est de Pirate Cove. C'est un jeu du genre tu sais Age of Empires, des affaires comme ça, mais t'as l'exploration navale avec ça, qui est une affaire de pirates puis tout ça. Il y a un peu les mêmes principes avec, comme je disais, un jeu de Pirates des Caraïbes où c'est que t'as ton île puis que tu vas développer ton île tout ça, puis tu vas faire du pillage ailleurs avec tes pirates puis des affaires comme ça. Tu sais, un peu le même principe. Présentement, le jeu vidéo vidéo là, on va dire le mieux qui est sorti, qui fait vraiment pirate, c'est Assassin's Creed 4 Black Flag. Ça, c'est le jeu. Celui qui a lancé la PS4, je pense. Je crois que oui. à peu près. Là. En tout cas, c'était pas mal au début. C'est dans ce temps-là. Puis, c'est un jeu de 2013, je crois. Puis, il est encore souvent indisponible dans les magasins ou ainsi de suite, mais c'est un jeu qui se vend encore assez cher. Puis, c'est un des bons jeux. Autant que le 3 Assassin's Creed avec celui de la Renaissance, avec les Indiens, tout ça, il a été un flop. Que celui Black Flag, ça a été. Tout le monde a trippé. Moi, j'avais pas embarqué jamais. Je l'ai pas, Black Flag. J'ai jamais joué à Black Flag. J'ai vu du gameplay. Puis plus que ça va, plus que j'essaie de me le trouver. Puis là, ben trop peu, trop tard, là, j'ai de la misère à me le trouver. Parce que j'ai porté attention à ce qui était le jeu, puis tout ça. Puis là, ben j'ai fait, ok, oui, ça arrête l'allure. Je m'étais trop fait péter la gueule avec le 3, avec celui avec les Indiens, puis que tout le monde m'a dit, oh non, t'as tombé dans le même piège que beaucoup d'autres joueurs, puis ainsi de suite. Fait que Assassin's Creed Black Flag, ça met la table à le gros jeu que j'ai parlé avec, qui avait rapport avec le E3, Skull and Bones. Ouais. Et à ce que j'ai compris, parce que c'est pour ça aussi que je veux me trouver Black Flag, parce que Skull and Bones, question combat naval puis tout ça, ça va être, si je me trompe pas, j'ai compris que ça va être le même engine, ça va être le même moteur. Puis c'est les mêmes, c'est les gens qui ont créé, qui étaient avec Assassin's Creed, ils vont être aussi avec Skull and Bones. Fait que pour Black Flag là, je parle là, ils vont aussi travailler sur Skull and Bones. Je sais pas à quelle distance, tu sais, comment proches ils vont être dans le projet, puis ainsi de suite. C'est ce que j'ai entendu parler. Fait que est-ce que c'est seulement des rumeurs ou pas? Ça peut arriver, ça peut être rien de la bullshit ou pas là, mais quand je vais en savoir plus, mais le jeu va sortir à un moment donné. C'est clair que ce jeu-là, Skulls and Bones, je vais me le ramasser. C'est, tu sais, je n'avais parlé pour le E3.
c'était un gros ça m'allume pendant le E3, ce jeu-là. Nous autres, on joue des jeux de pirates depuis longtemps là, avec ma gang de chums. Puis c'est Skull and Bones, ça va être vraiment la grosse sortie. Mais bon, il y en a vraiment beaucoup de jeux de pirates là. Je veux dire, tu sais, si je fais le tour vite de même, là, j'en ai vraiment beaucoup. Il y a un Donkey Kong Country 2. Ouais. Le Diddy Conquest, c'est ça, il y a un bateau de pirates. Non, mais c'est... J'ai jamais réussi à traverser ce jeu-là. Ben, c'est ça. À cause du bateau, entre autres, là. T'es pas tout seul, ça a l'air. Non. Monkey Island, que c'est un classique. Comme je disais tantôt, Lego Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes, le jeu, comme je disais, c'était un... ramasse ton île, puis bâtis là, puis ainsi de suite, on fait des missions. Age of Bounty, tu sais, il y a vraiment beaucoup de jeux. Sid Meier's Pirates, c'est un jeu, je me trompe pas, c'est sur PC. J'ai pas fait ma recherche là-dessus, mais je me trompe pas, c'est sur PC. C'est un jeu en 2004. Les graphiques sont là, regarde, faut pas virer fou. Ils sont en 2004. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça a quand même, c'est 14 ans. Là. Fait que faut y donner que c'est mais Donkey Kong Country, c'est plus vieux que ça. Ben ouais. Mais c'est pour ça que je m'en fais pas vraiment avec ça. Tu sais, comme je disais, un bon jeu de pirate, ça veut pas dire que ça va prendre des bons graphiques. Regarde, quand t'arrives avec Sea of Thieves, ça vient de sortir. C'est pas incroyable. Mais c'est là que tu vois que Donkey Kong Country, c'est un grand jeu. Ah non, moi je... non, c'est... Pour le temps, là, puis même encore aujourd'hui, là, on en revoit sur la Super Nintendo classique, là. On rejoue à Donkey Kong Country, c'est encore pas pire. Là. Ben oui. Puis c'est ça, c'est trouvable les autres aussi, mais bon. La nostalgie. Sinon, si on débarque du pirate dans l'eau, puis qu'on y va avec pirate informatique, le jeu dans ce style-là, Watch Dogs. Watch Dogs qui est carrément, t'es un hacker, puis tu fous le bordel un peu partout, t'as des missions à faire du même style que Grand Theft Auto, des affaires comme ça. Ça ressemble un peu à Mr. Robot, là. Je veux dire, le gars, c'est un hacker urbain, là. Ouais, okay. C'est ça. Moi, je peux pas trop en parler parce que j'ai pas joué à Watch Dogs. J'ai trop entendu parler de ce jeu-là. C'est comme je disais des fois à mes chums avec qui que je travaille, qu'on break ensemble, puis les gars, ok, là, j'ai plus rien savoir de tel jeu, je veux le jouer moi aussi. Fait que sinon, mes choix y avancer plus que vous autres, moi tout vous le spoiler au complet. Fait qu'il y a des jeux que je veux, ça me tente même plus de jouer parce que j'ai tout eu les spoils. C'est ça. T'sais. Fait que ça m'intéresse moins, mettons. Dont Watch Dogs que je me suis quasiment fait tout compter. Bon. Fait que bon, c'est ce qu'on fasse. Fait que c'est ça. Sinon, si je débarque un peu du jeu vidéo, j'ai même pas été dans les pirates de l'espace là, parce que à un moment donné, je vais me perdre là-dedans, mais je garderai ça pour une autre fois. Sinon, si on va dans le RPG, c'est sûr que, comme je disais tantôt, dans Warhammer 40 000, il y a tout le setup des rogues là, comment c'est Rogue Trader qui sont des explorateurs de l'espace qui vont aller trouver d'autres galaxies univers à conquérir au nom de l'empereur. Okay. Ouais, ou on va le dire comme ça, c'est des scavengers. C'est des gens qui vont aller piller des... Ils vont trouver des carcasses, ouais, mais au nom de l'empereur. Fait que, est-ce que c'est des pirates? Est-ce qu'on appelle ça un pirate? Oui, moi je pense que oui. On appelle ça un corsaire. Ouais, mais c'est dans la même catégorie. Mais quand t'es rendu que tu fais ça au nom d'un empereur ou au nom d'un roi. Tu peux tout faire au nom d'un empereur. T'es plus rendu un pirate, t'es un corsaire. Comme Barbossa dans... c'est ça. Amiral Barbossa. C'est ça. Parce que quand il s'en allait Commodore en plus. Mais vu qu'ils font ça au nom de l'empereur, ils peuvent tout faire. C'est ça. Parce que l'empereur pardonne tout. OK. Tout à fait. C'est un peu à la base aussi du film Pirate Bande de Nuls. Ouais. Il est plus un pirate parce que la reine lui a pardonné. Ben c'est ça. Mais ça c'était une passe que la royauté avait décidé de faire parce qu'il avait perdu le contrôle dans les Caraïbes. Qui engageait des pirates pour combattre les pirates. Parce que oui, parce qu'à un moment donné, il se faisait péter à la gueule, le marine se faisait péter à la gueule parce qu'il y avait pas, les autres se battaient tellement de façon chaotique qu'il y avait pas de façon de se battre contre ça. Fait qu'ils ont fait OK. Fight fire with fire. Fait qu'on combat le feu par le feu. Fait que t'es plus un pirate maintenant. Tu te bats pour la couronne, tu es maintenant un corsaire. C'est ça, maintenant. Fait que
t'as les lettres de marque, tu vas donner une partie de ton butin au roi, puis toi, tu gardes le restant, puis... et tout à coup, tu fais ça pour la noble cause. Mm-hmm. Et ben oui. Mais tout ça pour dire qu'en tout cas... la noble cause, la mienne. Ouais, c'est ça. Sinon, on parlait tantôt de tout ce qui est futuriste un peu. Les deckers dans Shadowrun. Oui. Moi, c'est... À mon goût, c'est des pirates purs et durs. C'est des hackers, mais les deckers, c'est le mot... C'est le mot pour dans Shadowrun, mais c'est le même principe que dans Cyberpunk. Là. C'est des gens qui vont entrer, un peu comme on parlait de Johnny Mnemonic. Tantôt, on n'a pas parlé dans les films, mais Johnny Mnemonic, c'en est un pirate, ça. T'sais, c'est un hacker, mais c'en est un dans le même style. Comme je dis, des deckers dans Shadowrun, c'est le même principe que ça. Sinon, le jeu à avoir, si vous tripez pirate puis vous aimez les jeux de rôle, tout ça, puis en plus, c'est Renaud Marois qui fait ça. C'est français, c'est un jeu européen. C'est assez facile à avoir. Il y a plusieurs livres là-dedans. C'est Pavillon Noir. Il y a plusieurs livres qui viennent, pas qui viennent, mais qui peuvent aller avec ça. C'est pas traduit, c'est en français. OK. Puis il y a beaucoup de stock historique là-dedans, des façons de faire bouger tes bateaux selon le vent. Puis c'est vraiment c'est assez technique pour rendre ça véridique, mais c'est assez lousse pour donner du plaisir à jouer. Nous, on a un super... J'ai la chance de jouer avec un maître de jeu qui est en plus professeur d'histoire. OK. Fait que, tu sais, ceux qui le connaissent, Jérôme Lebel, qui est notre maître de jeu, c'est l'homme à avoir dans ce jeu-là, dans ce setting-là, parce qu'il nous sort des affaires. Sérieux, les games, là, on dirait un cours d'histoire, mais que t'embarques là-dedans en fou. Puis, je veux dire, dans ce jeu-là, moi, j'incarne un chaman vaudou. Fait qu'on a embarqué le surnaturel un peu là-dedans, puis tout ça, puis là, bon, on se fait poursuivre par du monde qui sont de l'Inquisition, puis en tout cas, fait que, tu sais, il y a le côté, tu peux avoir le côté mystique, puis des affaires comme ça, comme on parlait tantôt avec le Kraken, puis des affaires de même, puis comme, oh mon Dieu, comment elle s'appelle, dans Pirates des Caraïbes, là, la sorcière, là... J'ai pas tant suivi les films. Ok, en tout cas, la sorcière, tu sais, elle fait comme du vaudou, le même principe là-dedans. Okay. Ben, tu peux avoir tout ça, puis sérieusement, le jeu est très, 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 très complet. Il y a des cartes, c'est fou raide là-dedans. Ça vaut vraiment la peine. Quelqu'un qui veut embarquer dans du role-playing game, là, genre Donjon Dragon, comme je disais, je fais comme tout le temps la référence avec ça. C'est le même principe que ça, mais très complet historiquement en plus. OK. Question GN, j'ai pas trouvé le nom exactement. Je sais qu'il y a des regroupements. Excusez-moi. Il y a des regroupements de pirates. Ah oui. Qui se font. On voulait avoir un invité ici, Daniel, qui en fait beaucoup. Oui. J'ai un paquet d'amis avec qui on va à Bicoline, tout ça, puis qui se ramassent dans ces affaires-là. Je voulais leur demander, j'ai pas eu de retour, mais pour plein de raisons. Des vacances. Des vacances beaucoup, puis ainsi de suite, puis des familles, puis tout. Il y a un resto à Montréal, on en parlait tantôt, Rachel puis moi, savoir c'était quoi, parce que le nom nous échappe, puis c'est dur de faire la recherche. Restaurant pirate, mais en tout cas, il te sort d'autres patentes de bon, puis d'autres que ça marche pas, là. Mais bon, il y a un resto qui se garoche là-dessus, puis c'est de la bouffe pirate, là, tu sais, c'est une ambiance, puis tout, là. Puis je sais que là, prochainement, je pense que c'était en fin de semaine ou c'était en fin de semaine passée, mais il y a un regroupement là qui se fait justement. Pour moi, on n'aurait pas eu Daniel à cause de cette affaire-là. Et dans le fond, question GN. Dans beaucoup de GN, il y a de la piraterie puis ainsi de suite. D'ailleurs, j'avais emmené tantôt mes pistolets là, qui ça tire pas, il n'y a pas rien qui sort au bout, mais on peut les craquer puis on peut mettre un amorce dessus. C'est ça. Puis, ça pète assez fort. À Bicoline, ça sert à de quoi, puis ainsi de suite. On est loin des petites roulettes de tape rouge. Ben, c'est les mêmes roulettes que ça qu'on comprend. Hein. Ouais. C'est pas une roulette de tape rouge, mais c'est ceux qui sont rondes, là, avec un paquet de cartouches. Là. OK. Tu coupes les cartouches. Regarde-le comme faut, là. Tu coupes la cartouche, t'as rentre, là. Ouais. Ah, ben c'est ça qu'il y a là-dedans, finalement. Ben oui. OK. Puis avec la force qui arrive, il pète assez fort, merci.
Fait que c'est pas le petit... Ça pète pas comme d'un cours d'école, là. Non, pas tout à fait. Et non, j'ai l'impression qu'il pète un brin plus. OK. Mais bon. Question board game. Moi, puis pour Pirates des pas Pirates, mais pour Pavillon Noir, nous autres, on se sert beaucoup de ça. J'ai une flopée de petits bateaux qui était dans ce temps-là Pirates des Caraïbes. C'est tous des petits bateaux. C'est comme t'achètes un peu comme un paquet de cartes comme Magic. Ouais, je me Même souviens de principe ça. que ça. Tout ça, c'est une carte en plastique. Il y a un bateau, tu le déclips, puis tu le montes. OK. Je vais en emmener. J'aurais dû en emmener, mais je vais en ramener pour un prochain podcast. Je vais vous le montrer de quoi ça a l'air. Puis, il y avait Pirates des Caraïbes, que tu savais tous les bateaux de Pirates des Caraïbes. J'ai même un Perle Noir. J'ai le Perle Noir en plusieurs versions, mais j'ai même le Perle Noir en version fantôme, OK. que tu vois au travers. Fait que nous autres, on appelle ça un foil. Là. C'est un plus haut, là, mais bon. Il y a un crack, tu peux avoir des créatures comme un kraken, tout ça. Tu te fais une map, puis tu joues avec les règles, puis des dés, puis des affaires comme ça. C'est super le fun. Sinon, vraiment un jeu de pirates, puis de marchands, puis de corsaires, puis ainsi de suite, qui est Merchant and Marauder. Marchand et Maraudeur, dans le fond. C'est le jeu à avoir. Si vous tripez pirate, c'est le jeu à avoir. Question board game. C'est pas compliqué tant que ça. Ça a l'air. Du coup, ça a l'air rough. Mais tu sais, t'es un marchand. Puis que tu vas passer d'une île à l'autre dans les Caraïbes. Puis à un moment donné, il y en a un autre joueur qui a décidé que lui, non, il tape sa gueule parce qu'il va avoir ta marchandise. Puis de là, part les pirates. Puis. C'est ça. Fait que le but, c'est d'aller te porter, tu sais, de te faire du cash, puis ainsi de suite. Tu peux faire des alliances avec des royaumes, puis des affaires comme ça, mais le but, c'est de foutre la merde un peu, puis se faire des alliances un peu, puis de briser ces alliances-là, puis c'est de la piraterie pure et dure. T'as l'air de starter comme un marchand. Ben non, t'étais pas rien qu'un marchand. T'étais un pirate pur et dur comme les autres. Puis bon, mais le jeu, pour nous, j'ai joué avec la même gang que je joue justement à Pavillon Noir. Oh mon Dieu. Il y a des amitiés qui se brisent là-dedans. C'est pas vrai, tu sais, on s'aime beaucoup toute la gang, mais mon Dieu, des fois, là, tu vas avoir Matlack, là, tu sais. Faut respirer par le nez. Oh, mais tu sais, c'est drôle, parce que, pour vrai, c'est un jeu qu'on a eu vraiment beaucoup de plaisir, puis le jeu, graphiquement, il est super le fun, tu sais. Ouais. La map est super belle, toutes les props qui viennent avec, toutes les je sais comment on dit ça dans... en tout cas, le matériel avec lequel on joue, il apporte à jouer. Fait que c'est le fun. Les cartes qui viennent avec, c'est pas compliqué à jouer. C'est pas une affaire qui est longue à lire pis tout ça. Fait que ça joue très bien. Puis je suis pas un joueur qui aime ça lire du texte tout le long de la game, là. Fait que puis j'aime pas ça des jeux qui prennent du temps à jouer pis tout ça. Je perds l'intérêt. Ben celui-là, j'ai jamais perdu l'intérêt. J'ai tout le temps trippé. OK. Fait que, c'est comme je disais tantôt, puis c'est comme tout le monde l'a dit aussi autour de la table, on pourrait en jaser bien plus. J'aurais d'autres stocks à jaser, mais maintenant, on va se garder du stock pour un niveau 2. Ben, mettons que quelqu'un qui ne savait pas avant ce podcast-là que des pirates, ça existait dans la culture populaire, je pense qu'on a ouvert la porte un peu. Ouais, pas pire. Oui. Ben, je pense qu'on a un bon niveau. Non, mais je pense qu'on a quand même un bon niveau. Ouais, mais des pirates, c'est toujours en surface. Ils sont jamais sous la surface. On s'est même pas rendu au milieu de l'iceberg qui frappe le Titanic. Là. On est vraiment resté sur le dessus. Tu sais, la petite roche qui tombe au pied de Jack et Rose. Là. OK. C'est un bloc de glace. C'est vraiment... C'est fantastique. Ça m'amène à te demander tes Samalumes et Samétain, Paperman. J'en ai plusieurs. J'ai pas de Samétain. Ah oui, j'ai un Samétain. On revient en 92. Alien 3 sort. David Fincher. Le film est décrié comme étant un échec, une catastrophe. Il ressort plus tard en version Director Cut. On le considère un peu comme meilleur. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Par contre, il y a un fait historique que plusieurs ne savent pas. C'est qu'à l'origine, le scénario avait été donné comme pour être écrit par William Gibson. William Gibson, qui est l'auteur de Neuromancer, romancien, qui est le précurseur du cyberpunk. Et ce merveilleux scénario-là a été mis de côté, a été jeté à l'oubliette par l'équipe. Et ça a été longtemps oublié.
Mais là, ça ne l'est plus, oublié. OK. Parce que le scénario de William Gibson, son Alien 3 va être adapté, mais en BD. OK. Chez Dark Horse. Fait que attendez-vous à de la bombe. Parce que, connaissant M. Gibson, qui est rendu à 70 ans, alors c'est le fun de voir ce projet-là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il nous avait concocté comme film, M. Gibson. OK. Ce qui risque peut-être d'être plus intéressant que l'histoire que M. Fincher nous avait concoctée. Je sais pas. En tout cas, je sais que les premières informations nous diraient que ça se passe dans le sous-la-coup. Alors, c'est des... Ben, j'ai hâte de voir ce que toi, tu vas en penser. Ouais, moi, en tout cas, j'ai hâte, énormément hâte venant d'un fan comme toi des de lire ça. Tu sais, William Gibson, en partant, pour moi, c'est proche du génie. C'est Alien, j'adore ça. Alors ça, c'est un gros ça m'allume. Un autre gros ça m'allume, Neil Buckman qui va faire Robocop. Ben oui. On ne sait pas si c'est un préquel, une suite. Ben c'est le retour de Robocop. Bon, pour moi, c'est Robocop, mais c'est surtout parce que c'est Neil Buckman. Je sais pas si je le prononce bien, là. Ben, celui qui aurait dû faire une suite à Alien. C'est ça. Alors, Okay. c'est le réalisateur de District 9, c'est le réalisateur d'Elysium. C'est un génie, ce gars-là, Chappie, excusez-moi. Moi, ça m'allume énormément. Ça m'allume pas parce que c'est Robocop, ça m'allume parce que c'est lui. Oui. Puis que ce gars-là, Il va nous amener ça ailleurs. Là. Ben, je pense qu'il va faire quelque chose de complètement éclaté. C'est ça. Et ce que j'ai compris de l'histoire, c'est pas une suite au remake. Parce qu'il y a eu un remake de Robocop où il y a l'air de Robocop un bout du film, puis après ça, il peinture tout en noir parce que ça fait plus 2016. Plus badass. Ouais, parce que Bleu Poudre, on s'entend que... Ouais. Mais celui-là serait vraiment une suite de l'univers du premier Robocop. Ben, c'est bien. Ben, je pense qu'il y a un type qui est capable de donner ça à un autre niveau. Si on prend le 1 puis on le laisse là, on prend le 1, on part à partir du 1, c'est bon. C'est ça. Mais part avec d'autres choses qui vont être pas pires. Lâche-moi les samouraïs qui volent. Là. Ouais. Ah ben ça, c'est déjà plus existant. C'est ça. C'est ça. C'est comme ça, c'est comme Highlander 3. Là. Cette thérapie a bien marché, tout à fait. À travers les crinqués, cette semaine, justement, ça parlait de ça. À l'effet, est-ce que c'est une nouvelle mode de repartir après le premier, parce que c'est ce qu'on fait avec Halloween aussi. Là. Oui, tout à fait. Okay? Halloween, le prochain Halloween, on oublie même le 2, là, l'histoire que Michael Myers, c'est le frère de Laurie Strode. Là, ça n'existe pas, ça. Non, on l'oublie. Est-ce que c'est une nouvelle mode? C'est peut-être une nouvelle mode, mais tant qu'à moi, j'aime mieux ça. Ben, ils vont partir avec quelque chose qui a marché, avec un classique que les gens ils vont avoir accroché, puis ils vont refaire la suite. C'est ça. Moi, si on m'arrivait avec un nouveau Batman qui est la suite de Batman de 89, là, ça me dérange pas. Pas non plus. Pas en tout. Je l'ai bien aimé. Ou on me fait un Batman Beyond avec Michael Keaton qui fait un vieux Bruce Wayne. Ça, là. je capoterais. On a tous scrappé nos culottes. Tout à fait. Et en parlant de Batman... Comme mon autre qui va m'écrire encore. On a appris que Joaquin Phoenix va être le nouveau Joker dans un film Stay Alone, Joker qui va être à côté dans un samalume, Stay Alone avec Jared Leto. Alors c'est compliqué, mais moi ça m'allume parce que c'est Joaquin Phoenix. Parce que ce gars-là est complètement imprévisible. Tout à fait. Il y a une personnalité qui est proche du Joker en partant parce qu'il est un peu comme... On sait pas trop ce qui s'en va. Des fois, il est un peu spécial. C'est un rôle qui se donne, bien entendu, parce que c'est un acteur. Il est sûrement pas comme ça à la maison. Là. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de bien dans le fait que ça soit lui. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée? J'en doute que ça soit une bonne idée, hein, parce que je suppose que ça va s'en aller dans la continuité des CUA. Là. Parce que ce que tu dis là, sur cet acteur-là, t'aurais pu facilement dire sur l'autre Joker précédent avant d'avoir vu Suicide Squad. Tout à fait. Parce que Jared Leto, pour moi, c'était ça. Mais c'était tellement mal écrit que je suis pas capable de dire que Jared Leto était mauvais. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute à lui. Puis on n'a presque rien vu. Non, puis le rôle est tellement mauvais. Fait que c'est une bonne nouvelle aussi qu'il annonce un film où ils vont reprendre le Joker. Je pense qu'il donne-les une chance. Mais moi, il y a une place que c'est que je suis soulagé. Le Joker, il a un grand sourire. Ouais. Il n'a pas un tatouage sur la main. Ouais, mais ça, on l'a pas vu en Joker encore. On a vu des photos fan-made un peu. Sais, là, mais j'espère que c'est ça. Ça m'allume.
Mais ça m'allume pas tant que le Joker dans Batman Marini 2, qui lui est le réel Joker. J'ai trop hâte. Complètement éclaté. Je l'ai vu, la BD, mais en anglais cette semaine. Écoutez... moi, je vais me la commander pour vrai. Là. Commandez-moi. Je parlais avec quelqu'un, il me disait, ouais, mais ça n'a pas de sens ce qu'il fait le Joker, ça sert à rien. Mais j'ai dit, ouais, mais c'est ça, tu viens exactement d'expliquer c'est quoi le Joker. Non, ouais. Il n'y a pas besoin de comprendre l'essence. Il n'y a pas besoin de faire de quoi pour avoir un sens. J'ai tellement de goût de te vendre un punch, mais je le ferai pas. Non, on le fera pas. Fais ça, voir. Il y a des affaires tellement drôles. Là. C'est épouvantable. Moi, c'est juste Alfred, comment il est détaché de tout ça, là. Ouais. Puis qui dit, mais ça, c'est pas un punch. Je te gâche rien si je te le dis, là. Il veut trop en parler. Est-ce que je prépare du popcorn, monsieur? Puis là, tu vois juste la petite bulle. Alfred! En voulant dire. Étouffe. Non, mais. Ta gueule. C'est sérieux, là. Non, écoute, c'est vraiment, là. Le Joker vole la vedette dans cette BD-là. Il y a des. Puis il y a des scènes mémorables. Il y a une hausse de tension entre le Joker et Harley Quinn, puis c'est drôle. Mais ça finit dramatiquement, mais ça reste que c'est drôle. C'est très très bon. Vous voulez savoir c'est qui le Joker? Lisez ça, vous allez découvrir. Mais je pense que tu sais tout là-dedans. Oui. On voit à peu près pas, de toute façon on le voit, me semble, dans le tome 1, le commissaire Gordon. Ouais, on le voit absolument. On le voit un peu dans le tome 2. Puis les petits bouts qu'on le voit, c'est totalement Gordon. Ouais, c'est clair. Non, j'ai bien aimé ça. Et je termine avec mon dernier, ça m'allume. J'en ai parlé dans ma capsule vidéo que j'ai faite aujourd'hui. Elle froide de Jean-Marc Rochette. Jean-Marc Rochette, c'est lui qui nous a écrit le Transperce-Neige avec Loeb au début. Après ça a été repris avec Olivier Boquet qui a fait le scénario. C'est sa vie en tant que telle. C'est autobiographique. Et M. Rochette, c'était à la base un grimpeur, un alpiniste. Alors, il nous explique comment il est venu à aimer la montagne, mais également comment il est venu à aimer la BD, les dessins et tout ça. Oui. Et c'est tellement... Comment tu dis? Immersion, là? Immersif comme BD, là, tu rentres dans sa vie, tu as l'impression d'être lui. C'est magnifique comme BD. Et c'est présentement en 2018 la plus belle BD que j'ai lue cette année. OK. Puis ça va être très difficile à battre, je vais vous le dire. Quand tu dis la plus belle BD, ça veut dire... C'est la meilleure BD, c'est elle qui m'a le plus touché. C'est tout. Le scénario, c'est un top. C'est le dessin criant de vérité. Tout est parfait à l'intérieur de ça. Puis c'est vraiment une fenêtre sur son âme à lui. Okay. J'ai l'impression qu'il nous donne accès à une partie de sa mémoire. Puis c'est excessivement touchant d'avoir le privilège de lire ça. Puis tu regardes ça, puis il y a une scène à l'intérieur dans la BD où il grimpe seul, puis il reçoit une roche dans le visage. C'est tellement intense là, comme dessin, comme scénario, là, que tu as l'impression de le recevoir avec lui, la roche. Là. Puis après ça, tu le vois, là, où la moitié de la mâchoire est tombée. Là. Puis tu souffres avec lui, là, puis tu le sens, puis c'est vraiment immersif. Là. C'est immersif. C'est super immersif. Saint-Martin... Ouais, j'ai dit immersif. Ouais, non, mais c'est parce que tu l'as dit comme avec 10 fois. Non, c'est clair. Dans la même phrase. Dernier samedi, un seul, c'est Luke Cage saison 2. J'avais tellement adoré la saison 1. J'avais beaucoup aimé le concept de toute la communauté noire, pas Brooklyn, mais Harlem, la musique. J'avais adoré ça. Tu sais, c'était une série qui m'avait enveloppé, qui m'avait vraiment fait découvrir cette communauté-là. J'avais adoré ça. J'avais trouvé ça brillant, bien écrit. Puis la saison 2, c'est comme tout le contraire. Pour moi, là, je parle toujours pour moi. Là. Je te rejoins totalement. J'ai pas embarqué. J'ai trouvé ça plus long, mais j'ai pas compris la fin. Okay. Alors, s'il y a des gens qui l'ont vu, qui veulent m'expliquer pourquoi Luke Cage, à la fin, est comme devenu un semi-méchant, là, j'ai pas trop compris. C'est bon. J'ai senti qu'il y avait une faiblesse scénaristique, puis c'est bizarre parce que il y a beaucoup de monde qui l'ont adoré, cette série-là, qui ont trouvé ça meilleur que la première. Moi, c'est le contraire. Okay. Peut-être que l'effet de surprise n'était plus là pour moi, ou peut-être que j'avais tellement aimé cet effet enveloppant-là de musique, de bar et tout ça, peut-être que ça a moins marché. Okay. Mais je le mets dans mes samétins, mais c'est quand même une série, selon moi, à écouter pour la continuité de l'histoire des séries de Marvel, parce qu'on voit Danny Rand à l'intérieur de cette série-là. On fait référence à The Defender, on fait référence à Matt Murdock. Fait que, tu sais, je veux dire, ça nous permet de compléter nos connaissances au niveau de la série, mais selon moi, c'est la plus faible des séries. Là. J'ai mieux aimé Iron Fist, pour moi, là, que saison 2. OK. J'ai trouvé ça c'est peu dire. À date, moi,
Jessica Jones, m'a écœuré, puis j'étais rendu dans le milieu de Jessica Jones, puis... La saison 2 de Jessica Jones est longue. Puis tu vois, la saison 2 de Jessica Jones, j'ai arrêté à un moment donné, j'ai perdu l'intérêt, puis ça a été pire que ça pour Luke Cage, j'ai arrêté après le deuxième épisode. OK, fait qu'on s'entend que... Ouais. Bon. Mais ça me fait penser à des séries que les gens me disent, ben Marc, tu devrais continuer parce que l'épisode 3 est meilleur, l'épisode 4 est meilleur. Mais tu sais, quand t'es rendu à 13 épisodes, il faut que tu attendes la moitié de la saison pour que ça soit bon. Non. Il me semble qu'il devrait avoir au moins un punch en partant pour te donner le goût de voir le reste. Je suis d'accord que le premier épisode, c'est un épisode d'introduction. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Tu t'es introduit tes personnages. Ça devrait cogner en partant. Là. Mais quand t'es rendu au 3 pour au 4, puis tu te dis, coudon, ils s'en vont où? Je veux dire, c'est comme... Ouais. C'est lourd de conséquences à un moment donné. Puis ça m'a fait décrocher, mais je l'ai fini. Mais je l'ai fini avec pas un œil très attentif. Là. OK. J'avais une oreille là-bas, puis un œil à gauche, puis mon œil à droite, on regardait la série, puis mon oreille à droite, on écoutait la série. Tu devais être bon à regarder. Fait que j'avais une face de pirate. Moi, j'ai pas de samétain. OK. Je dois être ça doit être parce que je suis en vacances cette semaine. T'es en vacances. Mais j'ai 3 samalumes. Bon, le premier de ces samalumes-là, évidemment, c'est pas la première fois que je fais ce genre de samalume-là, mais c'est exactement pour la même raison que les autres fois. C'est la mort de Steve Ditko. OK? Pas parce que je suis content qu'il soit mort, là. C'est pas ça du tout. Même Ange Vénérable de 90 ans. C'était ça, 92-91. Ouais. Mais parce que quand arrive un événement comme ça, ça remet quand même l'individu à l'avant-plan et son œuvre. Ouais. OK? Steve Ditko, oui, c'est le co-créateur de Spider-Man. Quand on voyait le premier générique de Spider-Man, le film, là, le premier film, created by Stan Lee and Steve Ditko, c'était marqué. Ouais. S'il y a du fluo puis du psychédélique dans le film de Doctor Strange, c'est à cause de lui. Ça vient de son Doctor Strange à lui. De toute façon, c'est lui qui l'a co-créé. Mais je lisais que Doctor Strange était les premiers, là. Les premières BD étaient psychédéliques avant le psychédélique. Il était fait sous l'effet de la drogue. Peut-être le précurseur du psychédélique. Peut-être aussi. Et en tant que fan de Hulk, je pouvais pas passer sous silence le fait que Hulk, ça a commencé par 6 numéros. OK? The Incredible Hulk 1 à 6. Steve Ditko a fait le 6e. Et c'est probablement un des Hulk les plus laids que j'ai vu de ma vie. Sauf que lorsque Hulk a recommencé à avoir des aventures mensuelles, c'est dans Tales to Astonish avec Ant-Man, qui avait aussi son aventure dans cette BD-là. Et c'est Steve Ditko qui a fait les premières BD, les premières aventures. Donc, les aventures de Hulk qu'on voyait semi-animé à l'écran, il y a énormément de Steve Ditko là-dedans. Okay. Énormément. Steve Ditko a créé le leader. Ben oui. C'est lui le premier à l'avoir dessiné. Qu'on voit dans le film Hulk. On le voit-tu? Pas dans le film Hulk, dans The Incredible Hulk, l'incroyable Hulk. On le voit. Un des personnages vers la fin est censé devenir le leader, mais disparaît totalement. Donc ça, c'est un de mes samalumes parce que justement, on se rend compte de l'importance de ce dessinateur-là. Un autre samalume, la série The Immortal Hulk. Je peux-tu faire un point sur Ditko? Mm-hmm. Alors, pour les gens qui se demandent comment ça se fait qu'on le voyait pas partout puis qu'il n'y avait pas d'interview comme Stanley et tout ça, c'est parce qu'il voulait rien savoir de ça. Ah non, lui, c'est un ermite. Lui, là, c'est un ermite, il était dans ses affaires, c'était sacrément patience. Je veux rien savoir de vos niaisages, de vos niaiseries. Je veux pas faire d'entrevue, je veux pas apparaître, je veux pas rien faire. Foutez-moi la paix. Il y a probablement même du monde qui pensait qu'il était mort depuis 20 ans. Là. Exact. Fait que non, on l'a pas vu, puis non, on le verra pas plus. Puis non, c'est pour ça qu'il faisait pas de caméo. C'est pas parce qu'on... C'est pas parce qu'ils l'ont oublié, c'est parce qu'ils voulaient pas. C'est ça, absolument. Absolument. The Immortal Hulk, c'est la nouvelle série de l'Incroyable Hulk qui ramène Bruce Banner en Incroyable Hulk. C'est plus de show, là? Non, puis même que je pense que lui, il l'est plus. Je pense qu'il l'a perdu, Hulk. Là. Mais Bruce Banner avait été assassiné par Hawkeye à sa demande dans Civil War 2. OK? Mais là, revient. Pourquoi Hulk immortel? Parce que Bruce Banner, lui, peut mourir, là, mais Hulk, lui, ne meurt pas. OK? Puis même dans le premier tome, Bruce Banner meurt encore. Mais
Hulk le fait revenir. La nuit tombe et pouf, tout revient comme si de rien n'était. Et là... Quand tu dis la nuit tombe, c'est-tu à minuit il revient en vie? Ou... C'est presque ça. Il devient... comme Hulk numéro 1, il semble devenir Hulk juste la nuit. Oh, OK. Mettons, Bruce Banner meurt dans le jour, là, il traîne à quelque part mort, là, la nuit, là, il va devenir Hulk, puis il redevient vivant. On revient à la base. Presque. Et le Hulk là-dedans, c'est vraiment l'instinct. OK? Là, Bruce Banner, là, il lit quelque chose, puis là, il sent qu'il y a quelque chose de caché en tout ça. Il sait que c'est Hulk qui lui dit « Check ça, mon homme, il y a de quoi qui marche pas là-dedans. » OK? Hulk, c'est son instinct maintenant. Et Hulk, c'est un peu c'est lui qui va aller te faire rendre des comptes. C'est pas un Punisher parce que finalement... Il peut tout faire. Hulk, là, il peut tuer tout le monde. Il peut punir beaucoup, mettons. C'est ça. Mais c'est un peu ça qu'il fait. Il tue pas, mais t'es plus capable de faire grand-chose quand il en a fini avec toi. Et le fait d'avoir acheté les 2 premières BD, le numéro 1 et le numéro 2, il y avait des petits collants dedans pour avoir des BD numériques. Donc, je les ai téléchargés dans mon application Marvel et puis je capote. Okay? Oui, c'est le fun, lire une BD en papier quand tu l'as en papier, mais je ne sais pas, si t'es au restaurant puis que tu trouves le temps long, ben ta BD est encore dans ta tablette. L'image est magnifique. Là. L'image est top. Là. Elle est parfaite. Là. L'image, oui. Mais des fois, en tout cas, des fois le découpage l'est moins. Ah, moi, c'est les... Ouais, j'ai pas tombé sur des moments Peut-être que ça se porte mieux au format comique. Mm-hmm. Parce que le format franco-belge, la problématique, c'est que des fois, ils sont obligés de diminuer les pages. De rogner les trucs. Et c'est pour ça qu'il y a une majorité d'artistes qui n'aiment pas ça, parce que le découpage fait partie intégrante de l'histoire. Ben oui. Le découpage, le cadrage et tout ça. Conan. Exact. Mm-hmm. Alors des fois, quand on joue avec le découpage, on perd un peu du côté artistique que l'artiste voulait nous faire. C'est ça. Peut-être que ça se fait pas, par contre, au niveau comique. Mais ça me fait penser à ton bon ami Xavier Dolan. Ouais, que c'est que Xavier. Non, c'était que le film... C'est fait encore. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais c'était quoi, le film Mommy? OK? Ouais. À Netflix, on l'avait recadré en 16:9. Pas ça. Ben, c'est que le film avait été tourné carré parce qu'à la fin, le personnage pousse le cadre pleine largeur. Donc, si tu le mettais pleine largeur tout le long du film... Il faisait rien. Tu perdais totalement l'effet que lui voulait donner. Il s'est appelé puis il a crié dessus. Oui, puis le film est redevenu carré sur Netflix. Donc il a fait comme dans ses films, il crie. C'est un peu ça. Ben, c'est mes 3 samaleux. Pas plus compliqué. Je suis juste content. OK. Red the Gamer. Ça m'éteint. Death Race 2050. OK. Qu'est-ce que c'est ça? OK, ils ont refait le vieux film Death Race. Pas celui avec Jason Statham. Là. Ouais. Celui de Jason Statham, il était un remake C'est un remake ou une suite? Non, c'est un remake. T'es-tu en train de parler de la patente qui se passe dans la prison, puis qui a vraiment une genre de voiture? Oui, c'est ça. Si tu gagnes avec un gars qui est masqué... Oui, mais ça c'est Death Race avec Jason Statham. Des chars de gladiateurs. Ouais. Il faut que tu passes sur des boutons pour avoir tes mitraillettes. Oui, mais ça c'est l'adaptation qu'ils ont faite avec Jason Statham. Faite au goût du jour, si on veut. Celui que je vous parle, Death Race 2050, qui est sur Netflix présentement, c'est un film fait dans le même style que... non, Turbo Kid est fait dans le même style que ça. OK. Par contre, ils ont refait un remake ou une suite de Death Race 2000 quelque chose, là, je me souviens pas, là. Avec, je pense que c'était Sylvester Stallone, je pense qu'il jouait là-dedans. Je pense que c'était c'est très 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 vieux. Avec les chars, tu sais, qu'on dirait avec des spikes partout, des affaires de même, puis que quand il rentre... Mettons là, que tu vois du monde sur le bord du chemin, ben tu rentres dedans, ça te donne des points, puis ainsi de suite. Là, bon. Puis si c'est des enfants, puis s'ils sont handicapés, ça te donne plus de points, puis bon, blablabla. Là, bon. C'est un jeu dans ce style-là, puis tout le monde capote. C'est un peu dans le même style que Hunger Games, mais en tout cas. Je pensais trouver ça pas si pire. Puis en plus, Manu Bennett, il joue là-dedans. OK. Fait, je pense, puis c'est lui qui fait le gars avec le masque, Frankenstein.
Je pensais... Matthew Bennett, là, le gars qui... ouais, j'ai dit Manu, hein. C'est Matthew Bennett. C'est Manu, mais c'est le gars qui joue dans Spartacus. Manu, c'est Deathstroke aussi. C'est ça, c'est lui. OK. Manu c'est quand Bennett. même un gros oui. acteur. Puis je sais pas, je me suis repris en 3 fois pour l'écouter, là. OK. Mais pourquoi? Parce que à un moment donné, je me suis dit, OK, ah ouais. C'est bon pour ta culture. Mais finalement, non. OK. Donc, on le propose à Martin la semaine prochaine. Oui. Mais Martin va peut-être aimer ça. Peut-être qu'il l'a vu. Non, on va lui dire que c'est super bon puis que c'est... Non, mais... Puis qu'on a trippé en fou. C'est que... Il doit nous écouter. Il va me niaiser. Je prends pour acquis que c'est Red the Gamer qui n'avait pas regardé la bande-annonce, qui regarde ça dans son salon quand ça y tente, puis il a pas aimé ça. En 3 fois. Y avait-il une bande-annonce? Non. Ouais, non, mais je veux dire, c'était un film pour lequel il n'y avait pas d'attente, qu'il regardait dans son salon quand il voulait. Ouais. Donc, techniquement, il aurait été correct. T'aurais aimé ça. Ouais. Mais tu sais, c'est comme... J'essaye Turbo Kid, là, pis cette affaire-là, je sais pas, je suis pas capable. J'ai essayé, puis je le sais qu'il faut que je le voie au 2e degré, puis même plus que ça, faut que je le voie à pas de degré. Puis, pour vrai, je pensais d'aimer ça, puis... En tout cas, il y a des bouts que je trouve, ben oui, ok, c'est beau, c'est correct, c'est... Ben non, il y a d'autres bouts qui font que ça te fait haïr tout le reste, mais en tout cas... Degré moins 1. Hein? Degré moins 1. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai resté à 0. Je l'aurais pas écouté, je me serais endormi sur mon divan, puis ça aurait été une belle plus belle soirée. Non. Ben, vas-y avec des samalumes, ça va être mieux pour ton moral. J'en ai quelques-uns. OK. Spider-Man, en PS4, pour vrai, j'ai pogné de quoi. OK, sérieusement, c'est... Comme j'ai dit tantôt, je suis pas un fan de Spider-Man, mais là, Spider-Man m'a allumé comme faut. J'ai trippé, j'ai aimé vraiment beaucoup voir de quoi ça avait l'air pis tout ça. J'ai vraiment beaucoup embarqué Spider-Man. J'ai beaucoup aimé les styles de combat. Pis comment est-ce que le jeu il a l'air dynamique. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai hâte de voir... j'ai pas vu contre quel méchant comme il faut, puis je me suis pas intéressé à m'informer vraiment, parce que je veux encore là me garder une surprise. J'ai juste vu des combats contre des street gangers, là, contre des membres de gangs de rue, des affaires de même. J'ai rien que vu ça. Puis j'ai vu se promener dans tes buildings d'un bord puis de l'autre. Puis j'ai vu du footage là, j'ai vu dans le fond des prises de vue de la ville, puis des affaires comme ça. J'ai trouvé ça très intéressant. Fait que, ceci dit, là, l'autre affaire qui m'allume pas mal, c'est que dans ce temps-ci, je suis en train de me magasiner un costume de cosplay. Je suis pas rendu à l'acheter, je suis pas rendu à rien de ça. Je veux me trouver des bons sites pour acheter, parce que, tu sais, se trouver du stock sur Amazon, des affaires de même, ben oui, ok, ça se fait, mais si tu veux te ramasser vraiment du bon stock, puis que tu veux pas payer une fortune, parce que, tu sais... C'est sûr que tu peux acheter des vraies affaires, ok, oui, tu peux acheter du vrai, puis qui va te coûter 3000$ rendu au bout. Pour du plastique, finalement. Ok, c'était pas vraiment en fer, non, c'était en plastique. Fait que, tu sais, tu fais, ok, bon, c'est ordinaire. Puis mais même pas peinturé. Mais il y avait pas un gars dans le Journal de Québec, il y a pas si longtemps, qui fait des armures de Star Wars dans le coin de la Beauce. Oui, c'est ça, mais là, je suis rendu à commencer mon magasin. OK. Fait que là, ça m'allume, tu sais, parce que avec tout ce que j'ai vu de cosplay et tout ça, puis je me suis dit, je pense que je m'en vais vers là. Fait que j'étais encore en train de pour parler avec mon cœur et mon cerveau, à savoir si je m'en vais avec une armure de Mandalorien. Ça, c'est les mêmes que Boba Fett ou que Jango Fett et ainsi de suite, là. Même principe que ça. Est-ce que je m'en vais avec... Je me fais une armure de Bounty Hunter, dans le fond de Star Wars, ou je m'en vais avec une armure de Tyler Rios, Tyson Rios, c'est-à-dire de Army of Two. Je le sais pas entre les deux. Fait que s'il y a du monde qui écoute puis qui font « Hey, il me semble que ça serait mieux ça », j'aurais peut-être dû en parler tantôt pendant le pré-show, mais bon. Mais peut-être que point de vue confort et côté pratique, tu devrais peut-être aller avec Army of Two. Je crois que oui. Parce que Army of Two, je vais vous montrer de quoi il a l'air le costume, puis vous allez faire, peut-être que. Puis en Schtroumpf. Fait que mon autre, ça m'allume. Ou R2D2. Mon autre, ça m'allume. R2D2, ouais, c'est d'une canne. Ça va être ordinaire un peu. Il va être gros, ton R2D2. Côté confort et côté pratique, ça sera pas évident. Ouais, Red, on va monter les escaliers. Les quoi? Non, on t'a fait une blague, on les monte pas, on les descend. C'est ça, on les descend, ça pourrait être pire. C'est ça. Sinon, mon autre, ça m'allume.
Je savais plus trop quoi écouter. Je voulais me garrocher dans une petite série. De quoi de tranquille. J'ai fait une erreur. J'ai embarqué dans Dirk Gently. Ouais, c'est Dirk Gently. Comment est-ce qu'il appelle ça? C'est le même détective holistique. C'est le même fucké, ça, qui a écrit le guide d'une galaxie, là. Oh mon Dieu. Comment ça C'est s'appelle, fucké, là? cette aventure-là. Là. C'est à écouter sans ton cerveau. OK. OK? C'est Elijah Wood qui joue là-dedans. Pour vrai, j'écoute à toutes les... C'est sur Netflix, ça? Oui. OK. À toutes les fois, j'écoute une émission. Puis là-dedans, il y a un détective holistique. Il y a des assassins holistiques aussi. Puis là, tu vas te demander, c'est quoi quelqu'un Ouais, qui c'est quelque ça. chose holistique? C'est Douglas Adams. C'est le même qui a fait le guide du voyageur galactique. OK. C'est ça. Hitchhiker... Hitchhiker OK, Guide ouais. to Galactic. OK. Ouais. Donc, si c'est dans le même genre, ça doit être mais ça doit être drôle. Oui, mais en tout cas, c'est troublant des Donc, bouts, c'est tu sais. c'est quoi de l'holistique? OK, l'holistique, là, c'est du genre, le gars, il fout rien. C'est un détective, il se force pas pour faire une enquête, rien. Mais tout est relié. Fait que tout ce qu'il va avoir comme personne qu'il va rencontrer, c'est pas pour rien. Je l'ai pas rencontré pour rien, c'est pour telle affaire, OK. tout est relié. OK, mais pourquoi t'es parti avec le chien? C'est relié. Le chien, il était là tantôt, il était avec nous autres. Pourquoi il était avec nous autres? Je le sais pas, mais je l'ai amené avec nous autres. OK, ouais, mais il y a pas rapport au chien, j'en ai pas besoin. Et tout à coup, tu te rends compte que le chien, mais il y a rapport dans toute l'histoire. Puis là, tu fais, ah non, tu me niaises, là. Puis là, il arrive une autre affaire, puis là, tu fais, ah, mais non, tu me niaises, là. Puis là-dedans, il y a une histoire avec tout ça à travers de ça. Il y a une histoire avec une assassin holistique, une folle raide. Elle attire du monde qui pense qu'elle doit tirer. Elle les assassine, là, paf. Puis c'est drôle, mais tout le monde qu'elle assassine ou qu'elle a passé, c'est ou badon qui était sur le bord de se faire tuer eux autres par cette personne-là, ou badon que c'est un sale, mais elle connaît pas. C'est du monde. Puis pourquoi qu'elle fait ça, on le sait pas encore. Il y a trop d'affaires qu'on sait pas là-dedans, puis il y a des affaires bizarres qui se passent dans cette série-là. Pour vrai, j'écoute ça, là, puis mon cerveau, il est même plus là, ok? Tu finis d'écouter un épisode, puis entre autres, là, ma mère est rentrée, on a fini d'écouter un épisode, j'ai comme mis Netflix sur pause, Rachel puis moi, on s'en regardait, ma mère est rentrée dans la maison en même temps. Elle dit, mais voyons donc, c'est quoi qui s'est passé là? Ouais, Ben, on vient de finir d'écouter un épisode de Dirk Gently. Ma mère a dit, ok, pis c'était pas bon? on sait pas. Je sais pas. Elle dit, ben voyons, c'est quoi? Genre, je sais pas. C'est dur à expliquer, mais ça s'explique pas, faut que tu l'écoutes. Elle dit, ouais, mais ça donne pas trop le goût d'écouter. Non, je pense que c'est bon. OK. Comment je pense que c'est bon? Ben, c'est fucké. C'est très, très fucké. C'est très bon, mais tu comprends pas. C'est ça. C'est très bon, mais tu comprends rien. Puis là, tu te dis, OK, si tout est relié comme ça veut dire que je vais arriver à la fin, je vais faire ah, pour vrai. Je sais que je vais arriver avec une C'est fin ça. de même. Fait que c'est pour ça que je continue, parce que je me dis, check-moi bien la patente de fou qui va arriver. Tout ce que tu pensais que tu savais pas, tu le sais depuis le début. Une affaire de même. OK. Fait que j'ai hâte de voir où est-ce qu'on s'en va, parce qu'on voit des affaires, des fois tu fais hein? Il sait pas c'est quoi là? Fait que tu finis ton épisode Ouais, en mais ça, disant, c'est parce que tu l'écoutes sans ton cerveau. Faudrait peut-être que tu le mettes ton cerveau pareil. Non. essaye Non? ça. OK. Ah non, mais essaye là. Non, mais je Essaye veux- un épisode. OK. Essayez un épisode. Ouais. Puis après ça, ben vous décrocherez, voir si vous êtes capable. OK. Ah, sérieux là? C'est de quoi à écouter, puis là tu fais OK, c'est quoi je viens de voir? Mhm. Je suis pas certain là. Puis là tu finis, puis tu dis ah ben je vais en écouter un autre voir. Ben c'est ça, tu écoutes OK. un autre voir, puis un autre voir, puis c'est ça. Puis il y a des genres de en tout cas, il y a des genres d'affaires C'est comme, bizarres. c'est comme les petits bonbons que le premier il est pas bon, mais t'en prends un deuxième pareil. Puis on dirait que tu finis par pas aimer, par aimer ça, de pas aimer ça. C'est ça. OK. Je vais regarder ça, pas de cerveau. C'est sérieux, c'est ben bizarre. Mais ça m'allume parce que c'est quelque chose d'autre. OK. Tu sais, c'est justement, ça m'a amené, c'est quand on est rendu avec des séries comme Luke Cage, comme Ouais. Jessica Jones, que tu fais ah, come on, là, je suis tanné, là, ah ouais, bougez, faites de quoi? Ben, ça là, c'est. Où c'est que vous m'amenez? là? Ouais, c'est ça. Ok, on va où avec ça, là? Pour vrai, là, tu vas où? Ok, Mais on ça s- t'intrigue. C'est ça.
OK. Question, l'intrigue, là, est là. Sérieusement, c'est bizarre. OK. C'est même pas fucké, c'est bizarre. c'est ça. Si tu l'écoutes avec ton cerveau, tu vas le brûler. OK. Bon, ben écoute, donc, je laisse mon cerveau... Ouais, je l'utilise pas. Après la première écoute, parlez-moi-en, voir. OK. Prochain podcast, moi, j'ai suggéré musique niveau 2. Hein, ou les cocktails d'été. Ça peut être ça aussi. Moi, j'ai rien contre ça. Mais Parce que ça va être quand? Ouais? C'est ça, là. Ok. Ça va être quand? OK. Ben ça, on tiendra les crinqués au courant par notre page Facebook. Mais c'est sûr que dans nos plans, oui, je veux qu'on reparle de musique. Ouais, c'est mais clair. oui, ça serait le fun de parler de cocktail geek aussi. Ouais. Ou de destination geek aussi, Ouais. parce qu'il y a un Moses de beau livre là-dessus. Hey, ouais, on Batman, est rendu... à un moment donné, mais on ça est s'en rendu- vient, là. Mais on est rendu dans les vacances, justement, destination geek. Ah oui. Ouais, ça serait Mais pas pire aussi. me semble Faudrait que ça trouver allait quelqu'un qui travaille dans une bibliothèque qui est capable de nous avoir ce livre-là. C'est parce qu'il est pas dans la bibliothèque dans ce temps-ci. Ouais, il y a ça, par exemple. Ah, mais je suis pas encore en vacances. Hein. Ah, il y a Il me reste ça. 2 semaines. Il y a ça. Mais on peut peut-être aussi se trouver un invité qui travaille d'une agence de voyage. Oui. Fait que... On tiendra nos amis geeks au courant, Yes. nos amis crinqués. Yes. On mettra Martin au courant parce qu'à un moment donné, il va revenir de vacances, lui, là. Ben là, c'est ça. Puis là, ça va être un de nous autres qui va y aller maintenant. Ben, c'est ça aussi. C'est Ah pour ouais. ça qu'il faut ajuster nos flûtes. Mais continuez Yes. de nous suivre Ouais. sur notre page Facebook, sur lescrinqués.website, puis sur plein d'autres plateformes. Un gros merci à Mathieu également de chez Dr. Phone pour nous aider à faire ce podcast-là en vidéo. On se reparle bientôt.